Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle matinée Action Environnement, organisée cette fois-ci autour du thème de la reconquête des sols pollués. Ce sont 3 tables rondes ce matin qui sont co-organisées avec l'Union des professionnels de la dépollution des sites. 3 tables rondes qui vont se consacrer respectivement aux opportunités que constitue le plan de relance pour la reconquête des friches industrielles, aux impacts de la loi ASAP, la fameuse loi d'accélération et de simplification de l'action publique sur le secteur dit des SSP, sites et sols pollués. Et nous terminerons donc cette matinée par une 3e table ronde consacrée donc aux métiers et compétences requises par les entreprises du secteur pour mener à bien leur mission. Mais tout de suite et avant de rentrer dans les débats, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Franck Boucher. Bonjour Franck. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, vous êtes président donc de l'UPDS, l'Union des professionnels de la dépollution des sites. Est-ce que vous pouvez déjà pour commencer nous repréciser quelles entreprises vous représentez? Alors l'UPDS, c'est la chambre syndicale des professionnels de la dépollution des sites, qui se regroupe en 2 collèges, le collège ingénierie et le collège d'entreprise de travaux. C'est environ une 50aine d'entreprises. Très bien. Donc 50 entreprises, a priori, je pense qu'on a eu un petit problème technique, on ne vous a pas bien entendu. Donc vous disiez une 50aine d'entreprises. Une 50aine d'entreprises spécialisées dans la dépollution en 2 collèges, ingénierie et travaux, et des adhérents associés, qui sont des entreprises qui travaillent autour de nos métiers, qui peuvent être des avocats, des laboratoires, des entreprises de terrassement, des entreprises de forage, de sondage. Très bien, donc tout un écosystème autour de la dépollution des sites et sols pollués. Exactement. Depuis combien de temps existe l'UPDS? Alors elle fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Très bien, alors on sera au rendez-vous, on n'y manquera pas. Les derniers temps, justement, puisqu'on parle d'agenda l'année prochaine, l'année passée était une année difficile, avec évidemment la crise Covid. Puis-je vous demander comment se sont comportées, comment ont vécu la crise les entreprises que vous représentez? Alors, nos entreprises, comme beaucoup, ont subi la crise. En moyenne, il y a eu moins 15% de baisse du chiffre d'affaires, essentiellement lié au premier confinement où beaucoup de chantiers ont été arrêtés. Oui, voilà, donc un stop direct, comme à peu près tous les entreprises de tous les tissus économiques, mais au-delà effectivement de cette période de confinement dur, comment est-ce que c'est passé derrière le... Alors, il y a des entreprises qui ont surperformé parce qu'elles ont eu des grosses opérations qui étaient déjà dans leur carnet auparavant, avant la crise, et des entreprises qui ont un peu sous-performé. Au total, en macro, le métier a continué d'embaucher un petit peu, il n'a fait que moins de 3% de chiffre d'affaires, mais c'est quand même essentiellement des surperformances qui viennent combler un moins 15% de baisse d'activité. D'accord, donc si je comprends bien, certaines entreprises ont accusé jusqu'à 15% de baisse de chiffre d'affaires, mais au global, sur la 50aine d'adhérents que vous représentez, c'est seulement 3% finalement de baisse de chiffre d'affaires qui sont constatés. De façon très disparate. Donc finalement, vous en sortez plutôt pas mal. J'imagine que les entreprises ont globalement bien profité des soutiens publics qui leur ont permis de passer la crise. Disons que l'année 2019 a été une bonne année pour la métier des sites et sols pollués. Donc il y a eu un trend qui a continué en 2020. D'accord, il y a un effet d'inertie. Exactement. Et en 2020, ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est qu'on a continué à beaucoup étudier et donc on peut être raisonnablement optimiste sur les années qui viennent pour 2021 et 2022. D'accord, donc on va dire que globalement, les entreprises ont plutôt bien passé le choc de la pandémie. Aujourd'hui, quels sont les enjeux qui se font jour? Quels sont les enjeux à venir? Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Alors beaucoup de choses bougent depuis 2 ans, même un petit peu avant la crise Covid. Ça avait commencé avec le GT d'Emmanuel Vargon, où l'UPDS a copiloté un GT sur les innovations, financement innovant et les simplifications des procédures. Puis ensuite est devenu le GT sobriété. Et puis, malgré la crise Covid, il y a quand même eu des lois. La loi AGEC qui a traité de la sortie du statut de déchets. La loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Exactement. Et il y a eu ensuite la loi ASAP, dont on va parler tout à l'heure. Et donc, il y a Fédération pour la simplification de l'action publique. Exactement. Et il y a eu également toute une série d'initiatives, que ce soit au travers de l'Assemblée nationale, qui a une mission parlementaire, que ce soit aussi sur une mission sénatoriale d'enquête sur les friches, à laquelle on a participé. Et plus récemment, les propositions de projet de loi par le Sénat sur l'évolution, dans le cadre un petit peu de l'amendement du projet
climat résilience. On sent effectivement que ça bouillonne en ce moment, notamment au Sénat. Effectivement, vous faites bien de le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point d'actualité et qu'est-ce que ça met en lumière pour l'avenir? Ça met en lumière le fait que, plus que ça n'a jamais été le cas, nos politiques s'intéressent à, notamment dans le cadre du ZAN, hein, du zéro artificialisation nette, s'intéressent au devenir de nos sols. Et on se plaignait un petit peu de ça auparavant, c'est-à-dire d'avoir un petit manque réglementaire. Aujourd'hui, les choses bougent, il va y avoir beaucoup de décrets à paraître. Donc l'actualité va être encore riche sur les évolutions réglementaires qui vont venir préciser un petit peu les lois qui viennent de sortir. Et nous, on pense que c'est très bon parce que à la fois on sent qu'il y a des financements qui arrivent et à la fois on sent qu'il y a une volonté de structurer ce métier-là. Parce qu'effectivement, on se rend compte, en France, on a une loi sur l'eau, on a une loi sur l'air, mais au final, on n'a pas de loi sur les sols. Et nous on a une réglementation européenne, mais on n'a pas de déclinaison en France. Comment ça se fait? Ça paraissait paradoxal, mais on a toujours été le parent pauvre. Le sol a toujours été le parent pauvre de ce côté-là. Et moi, je suis heureux de voir qu'on milite pour une loi sur les sols. On a été entendu par les sénateurs et les parlementaires à ce sujet-là. Et petit à petit, les choses avancent dans ce cadre-là. Et on peut espérer quand même qu'une loi sur les sols verra un jour... le jour en France. Exactement. Alors, vous avez quand même bon espoir pour le quinquennat en cours ou vous pensez que ce sera plutôt à partir de 2023? Parce que bon, l'agenda politique quand même est un petit peu tendu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a quand même une poussée un tout petit peu citoyenne là-dessus. Il y a quand même une poussée verte qui peut donner des idées à nos politiques au moment de l'élection. Bon, on a été habitué à une certaine inertie et donc on est très très content de voir que les choses bougent plus rapidement qu'on l'imaginait. Je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir si ça sera après l'élection ou avant. Bon, on verra effectivement. Et revenons justement à plus court terme, parce que là, effectivement, on parle d'une échéance à peut-être 2-3 ans, et encore, on n'est pas sûr, on est sûr de rien. Aujourd'hui, quelle est la visibilité dont vous disposez sur les marchés à venir à court et moyen terme? La visibilité, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui construisent des projets. C'est vrai qu'il y a quand même eu à la fois les élections des maires l'année dernière, les élections régionales, les élections présidentielles qui arrivent, donc il y a parfois des coups d'arrêt, mais il y a quand même une poussée des projets, et dans cette poussée-là, les entreprises de l'UPDES sont de plus en plus des acteurs qui comptent. Alors sans anticiper sur ce qu'on évoquera, sur ce que Florence Roussel, notre rédactrice en chef, évoquera tout à l'heure lors de la table ronde consacrée spécifiquement au plan de relance, est-ce que le plan de relance, à votre avis, est de nature à vous donner davantage de visibilité sur le court terme? Alors, pour gérer finalement cette sortie de crise dont on parlait tout à l'heure. Alors, le plan de relance, d'abord, on s'en réjouit. Oui. Il a été doublé. Là aussi, on s'en réjouit. J'avais eu l'occasion de dire que l'entreprise de l'UPDES, c'est 500 millions de chiffre d'affaires en gros et 2500 salariés. 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, un plan de relance à 300 millions qui devient 600, ça commence à être significatif. Et par contre, à court terme, ce sont des projets qui viennent pour la première partie d'être alloués, donc qui donneront leur effet plutôt en fin d'année, puisque les projets, il faut qu'ils se fassent, et surtout en 2022. Donc ça sera de l'activité un petit peu sur la fin 2021 et beaucoup sur 2022. D'accord, donc c'est un relais qui est plutôt bienvenu, voire très bienvenu finalement. C'est un relais qui est très bienvenu et nous nous en félicitons, effectivement. Très bien. Juste un retour tout à l'heure, vous aviez évoqué la loi AGEC, la loi économie circulaire. Il n'est pas forcément évident de voir à quel point est-ce que vos entreprises sont concernées par cette loi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elles sont spécifiquement touchées, impactées ou elles en bénéficient? Eh bien, en fait, les acteurs de l'UPDES, ils militent beaucoup pour les travaux de dépollution sur site, de dépollution in situ. Et dans cette loi, on a pris en considération le fait que la terre était une ressource et non pas un déchet. Et donc, on va mettre en avant le recyclage des terres. On va mettre en avant la sortie du statut de déchet de ces terres-là, qui peuvent être encadrées par des spécialistes pour dire cette terre qu'on évacuait comme un déchet, on va pouvoir lui donner une deuxième vie. Et là, on a un rôle à jouer. D'accord. Donc effectivement, vous êtes effectivement impacté, ou en tout cas, vous bénéficiez des dispositions de la loi AGEC. Ce n'était pas forcément évident, c'est pour ça effectivement que je souhaitais qu'on y revienne. Merci beaucoup Franck pour ces propos qui nous éclairent. Donc chacun des points que nous venons d'évoquer sera développé, vous l'avez compris, dans les tables rondes à venir.
Avant donc de céder la parole donc à Florence Roussel, notre rédactrice en chef pour la première table ronde, je tiens à vous présenter donc l'un de nos derniers Action Environnement, le mensuel, qui fait donc la une sur la densification, les friches industrielles au premier plan, donc évidemment vous l'aurez constaté en phase avec le sujet d'aujourd'hui. Ce magazine, vous pouvez demander à le recevoir gracieusement juste sous cette fenêtre de visualisation. Vous pouvez faire la demande et donc le recevoir par la poste. Donc nous allons continuer les débats de cette matinée, je vous le disais, avec cette première table ronde consacrée au plan de relance et aux opportunités en matière de reconversion des friches industrielles. Et dans cette attente, je vous invite à regarder le court reportage vidéo consacré à la dépollution de l'ancienne raffinerie de pétrole Petroplus située à côté de Rouen. Donc un reportage réalisé par Romain Pernaut, notre journaliste reporter d'images, à regarder tout de suite, donc en attendant la première table ronde. 2013, une page de l'histoire industrielle nationale se tourne avec la fermeture de la Shell, comme l'appellent les habitants de Petit-Couronne. De la plus ancienne raffinerie française, il ne reste aujourd'hui que les derniers vestiges. Alors ici on se trouve à l'intérieur d'un bac d'une capacité approximative de 2000 m3. C'est un bac qui a servi à récupérer ce qu'on appelle des résidus de distillation. Ce sont des produits dont on ne peut tirer que le pouvoir calorifique. Ensuite, une fois nettoyé, le bac sera découpé et adressé en recyclage métaux. Donc l'intégralité finalement des matériaux présents dans ce bac sera recyclée. Première phase du chantier, démanteler, déconstruire et désamianter le site. Les dernières cheminées sont tombées en 2021. Mais le passé ne se laisse pas chasser d'un coup de pelleteuse, ni à coup de dynamite. Après presque un siècle d'activité pétrolière, le chantier de dépollution est énorme. Des tonnes de terre imbibées d'hydrocarbures, des centaines de kilomètres de canalisation et de pipeline parcourent le sol de cette raffinerie fantôme. Il y avait un volume mort d'hydrocarbures qui n'avait pas été pris en compte dans les estimations. Pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de 60 puits qui permettaient d'investiguer la nappe et de connaître l'état de la nappe à plus de 530 puits aujourd'hui. Et nous avons rencontré des installations jusqu'à 4 mètres de profondeur. Des installations diverses et variées, des dalles qui supportaient les premières colonnes à distiller, des canalisations abandonnées, des fosses abandonnées. Donc c'est un véritable exercice du fait de l'ampleur de cette volumétrie de déchets auquel nous sommes astreints pour optimiser les coûts et recycler tout ce qui pouvait l'être dans ces déchets. L'histoire de cette commune normande, située à quelques kilomètres de Rouen, est intimement liée à l'ancienne raffinerie. Avec la fermeture de la Shell, c'est de l'emploi et un peu de son âme que la ville a perdu. Depuis que la raffinerie est partie, c'est plus pareil qu'avant. La ville est morte, là, pour ainsi dire, il n'y a plus rien. Petit-Couronne est devenue une ville morte. Il y a environ 10 commerçants maintenant, pour 9000 habitants. Donc il est temps d'avoir quelque chose qui réamène du monde, pour qu'on rouvre des commerces, pour qu'on trouve une vie normale, entre guillemets. Les gens, clairement, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est qu'il se repasse quelque chose sur ce site et que ces hectares qui aujourd'hui n'ont plus d'activité propre, demain puissent en retrouver pour redonner des emplois, redonner du dynamisme et redonner un nouvel élan à la commune. Je rappelle ici que le taux de chômage il est quand même supérieur à celui de la France. On a un taux à 15-16% de chômeurs. Donc les gens, ce qu'ils attendent, c'est des emplois. Après 8 ans de fermeture, le site reprend peu à peu vie. Une dizaine de petites entreprises se sont installées. Mais un acquéreur fait polémique. C'est Amazon. Ce mastodonte compte s'implanter sur un terrain de 50 000 m². L'industrie lourde fait place à l'économie numérique. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Derrière la plateforme virtuelle, il y a une autre plateforme. Logistique cette fois-ci. On sait très bien qu'entre les chiffres annoncés sur le nombre d'emplois et les emplois à l'arrivée, il y a vraiment une distorsion totale. Et par contre, ça va être 3500 véhicules et 500 camions par jour qui vont satelliser comme ça la métropole. Amazon, dans sa stratégie de vente, casse les prix, donc encourage la surconsommation. Et si l'impact n'est pas immédiat, il n'est pas local sur la pollution, il est de toute façon sur la pollution à l'échelon planétaire. Des recours ont été lancés par des associations contre l'implantation du géant numérique. Avec sa proximité avec le train, la Seine, la route et la ville de Rouen, tout favorise ici la renaissance économique du lieu. Mais contrairement au site de Petit-Couronne, la grande majorité des friches industrielles ne bénéficient pas d'une situation géographique aussi attractive.
Toutes les friches ne sont pas reconvertibles. Bien entendu, on peut intervenir sur des friches pour en faire des zones écologiques. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si on veut parler d'une dimension de réhabilitation en vue d'un intérêt économique, il faut qu'il y ait un certain nombre de points qui s'alignent, des pressions foncières qui génèrent du coup une certaine valeur de sortie, qui permettent d'équilibrer les charges que supporte une opération de ce type, parce que le terrain à produire coûte cher du fait de tous les coûts, il a une valeur potentiellement négative qu'il faut supporter. Un rapport parlementaire présenté cette année estime à 5000 le nombre de sites industriels en friche rien qu'en Seine-Maritime. Pour l'ancienne raffinerie, la fin du chantier est prévue pour l'été 2022. De retour sur le plateau et bienvenue sur cette première table ronde. Comment bénéficier du plan de relance pour reconvertir les friches urbaines? Ce sera le sujet principal de cette table ronde. Le principe de reconstruire la ville sur elle-même est un axe prometteur pour lutter contre l'artificialisation des sols. À travers des appels à projets, le plan de relance y consacrait 300 millions d'euros au départ, une enveloppe qui a été augmentée de 350 millions d'euros supplémentaires récemment. L'objectif est de financer des opérations de recyclage de friches sur plus de 1000 hectares. Alors, comment s'articulent les différents appels à projets? Quels sont les projets de recyclage de friches éligibles et qui peuvent bénéficier de cette enveloppe du plan de relance? Quels sont les facteurs de réussite, les points de vigilance pour préparer les dossiers? Pour répondre à ces questions, j'accueille aujourd'hui Laurent Château. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission friche à l'ADEME. Et Fabien Coudray, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'agence de Marseille de la société EOD Ingénieurs Conseil. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur l'interface dédiée sous cette vidéo. Nous y répondrons à la fin de la table ronde. Alors nous l'avons vu dans le reportage précédent sur la raffinerie de Petit-Couronne, certains chantiers de reconversion de friches peuvent ne pas être rentables. Monsieur Château, pourquoi une opération de reconversion de friches peut ne pas s'équilibrer économiquement? En fait, pour des projets de reconversion, on est sur des sites qui partent avec un passé, un passif. Et pour ces sites, on a une remise en état qui est nécessaire, notamment parce qu'il peut y avoir du bâti. Généralement, il y a aussi des pollutions des sols. Et donc, pour pouvoir mettre le site en compatibilité et permettre de réaliser le projet, il y a des dépenses. Et cette sorte de remise à zéro, elle coûte plus cher que si on part sur des espaces naturels ou agricoles. Du coup, le plan de relance, il est là pour compenser cette perte pour le promoteur immobilier, pour le gestionnaire du projet? Alors oui, le plan de relance, il est là pour donner un soutien massif et remettre le pied à l'étrier de toute une filière qui est un peu arrêtée avec le Covid et pour donner des moyens massifs justement pour combler ce déficit. Alors cette notion économique, elle est importante. On essaye également d'ouvrir le champ des possibles auprès des acteurs en leur faisant prendre en compte la notion de coût global, notamment avec un outil bénéfice qu'on a développé. Mais pour l'instant, à court terme, c'est l'aspect économique du projet qui compte. Et donc pour cela, il y a besoin de moyens conséquents. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les appels à projets? Quelle est la philosophie du plan de relance? Comment ça s'est organisé il y a quelques mois? Alors, deux dispositifs ont été mis en place. Un sous la houlette de la Direction générale de l'aménagement et du logement, et puis un sous la houlette de l'ADEME. L'articulation entre les deux se fait principalement autour de deux axes. Le premier, c'est la nature du site, de l'ancien site qui a conduit à la friche. Est-ce que c'est un ancien site qui relève de la législation ICPE ou un ancien site qui relève du code minier? Donc pour ces sites-là, c'est l'appel à projet ADEME qui est le bon outil. Et ensuite, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que le site présente des pollutions du sol ou pas? Et si c'est le cas, notre appel à projet est également le bon réceptacle du moment que le site soit bien ICPE. Et pour tous les autres sites, parce que tous les sites ne sont pas pollués, toutes les friches ne nécessitent pas des pollutions des sols, et bien il y a les appels à projets régionaux qui ont été développés sous la houlette de la Direction générale de l'aménagement et du logement. Le budget pour celui de l'ADEME, donc consacré aux anciens sites ICPE ou aux sites miniers, c'est un budget de combien? C'était 40 millions au départ. Ouais. On part sur à peu près 60 millions du fait des réabondements qui ont été décidés le 17 mai. Et puis pour tout le reste, ce sont les appels à projets régionaux qui en bénéficient. D'accord, donc les 250... 9 millions pour cette année, plus le réabondement, le delta. Voilà, plus le réabondement, etc. Monsieur Coudray, vous qui êtes un acteur de la dépollution des sites et de réaménagement dans la globalité des sites industriels, qu'a changé pour vous le plan de relance à vos yeux? Qu'est-ce que ça a permis pour des acteurs comme vous? Il est évident que suite à une année Covid qui a été plus que particulière pour tous les acteurs de cet écosystème, ça a permis effectivement de relancer justement
que ce soit les bureaux d'études et également les entreprises de travaux de dépollution. Et en complément de ce que disait M. Château, également tous les intervenants au titre du désamiantage et de la déconstruction, puisque les plans de relance permettent également de financer ce type de coûts-là, et justement de relancer, on va dire, dans le cadre du ZAN, du zéro artificialisation nette, qui est introduit dans la loi climat et résilience, de justement permettre le développement de processus de reconstruire la ville sur elle-même, tout en développant et dopant les ambitions énergétiques et de sobriété. Monsieur Château, ces appels à projets sont ciblés vers les collectivités qui ont des friches sur leur territoire ou les porteurs de projets privés qui veulent réaménager un terrain. Est-ce que les acteurs ont été au rendez-vous? Est-ce que les résultats sont prometteurs pour ces appels à projets? Alors oui, les résultats ont été prometteurs dans le sens où il y a eu énormément de candidatures, que ce soit les appels à projets régionaux avec plus de l'ordre de 1100 candidatures ou un autre appel à projet avec plus de à peu près 200 candidatures. Ah oui, donc il y a on est sur une volumétrie qui est bien plus importante que ce qu'on connaissait jusque-là. Donc voilà, vraiment un beau succès avec une large palette d'acteurs, c'est-à-dire que à peu près l'ensemble des acteurs qui étaient visés, collectivités, comme vous les avez cités, notamment les petites moyennes collectivités qui sont une cible principale, les aménageurs publics, les aménageurs privés, les promoteurs, voire des développeurs d'autres solutions. Par exemple, des logisticiens aussi sont apparus dans le cadre de ces appels à projets. Donc on a eu à peu près une bonne représentativité de l'ensemble de l'écosystème de la reconversion des friches. Vous expliquez cet engouement par quel facteur? Alors, les deux principaux, c'est d'une part la volumétrie, les budgets qui ont été alloués, qui sont quand même bien plus importants que déjà ce qui existait jusqu'à présent dans le cadre des appels à projets que l'on gère depuis 10 ans. Donc le volume de l'aide potentielle, mais également le fait qu'il y a eu beaucoup de communication. Et donc le porter à connaissance il est aussi important parce que beaucoup de petites, moyennes collectivités se retrouvent avec des sites avec des fois des idées, mais pas forcément de moyens, pas de connaissance de comment procéder. Et puis donc cette mise en visibilité a permis à tous, notamment aussi à tous les acteurs de l'ingénierie, de l'ingénierie de projet, l'ingénierie de dépollution, etc. Et du coup, est-ce que vous avez un exemple de projet à me donner qui a été sélectionné par exemple par l'ADEME voilà, est-ce que vous avez une idée d'un type de projet assez courant que vous avez retrouvé? En fait, les projets principaux sont plutôt portés par les petites moyennes collectivités. Donc finalement, la cible qui était visée, on l'a bien retrouvée, exactement, ou alors portée par les porteurs qui les accompagnent au quotidien, les établissements publics fonciers notamment. Et donc ce type de collectivité, ce type de porteur avec des projets, on va dire, de qualité, parce que c'est un point quand même essentiel. Oui, on en reparlera en détail, la qualité des projets. Avec des projets qui visent à la fois beaucoup de mixité, à la fois en termes de logement, d'activité économique, mais également d'espace public et d'espace vert public, puisqu'on l'a bien vu dans le contexte actuel, les gens ont besoin de respirer. Il faut faire la ville dense, mais il faut faire aussi la ville agréable. Et donc le besoin d'espace public et d'espace vert a aussi été au rendez-vous des projets. Monsieur Coudray, est-ce que du coup, dans le type de projet que vous avez mené, quel est un petit peu le profil que vous suivez au quotidien, profil de projet? Il est important déjà au niveau de la typologie de projet d'avoir on va dire une conception du projet qui soit mature. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit mature dans sa réflexion d'un point de vue maîtrise sanitaire et environnementale, c'est-à-dire qu'en premier lieu, avoir une photographie environnementale du site qui soit la plus représentative afin de déployer derrière des plans de gestion ou éventuellement des plans de conception de travaux qui soient le plus adaptés, le plus adéquats aux enjeux environnementaux, et également des projets qui soient matures dans sa conception constructive, c'est-à-dire qu'on ait une destination, une configuration qui soit assez précise, parce que comme il est demandé dans les différents dossiers de plans de relance, on ne peut pas se permettre de déposer un dossier si on s'appuie sur on va dire, les différentes étapes de la loi de maîtrise d'œuvre publique qui soit au stade d'esquisse. Il faut qu'on soit quand même un projet qui soit assez mature au stade projet pour pouvoir définir de manière assez précise aussi bien les coûts, les phasages, mais également les différentes spécifications qui assureront notamment la maîtrise sanitaire et environnementale du projet de reconversion. Donc il faut des projets qui soient déjà bien identifiés, qu'on sache quel type de pollution il y a, si c'est pollué ou pas, parce qu'on a bien dit que ça ne concerne pas que des sites pollués. Est-ce que mon site est pollué, par quoi, comment, et qu'est-ce que je prévois comme type de dépollution? Exactement. Il faut aller jusque-là dans le projet.
Oui, il faut aller effectivement jusque-là. Pour ça, on peut s'appuyer, comme il est recommandé, par des bureaux d'études certifiés et bien évidemment en présentant des projets dans lesquels on a pris soin de leur ambition environnementale qui peuvent être valorisés le cas échéant par différents labels ou certifications. On peut s'appuyer ici sur le BDM ou le QDM pour le bâtiment durable méditerranéen, voilà. En tout cas étant marseillais. Ici, il y a le QDF et le BDF, par exemple, ou alors s'appuyer sur l'expérimentation plus et moins ou anticiper la RE 2020, par exemple. Donc vous conseillez aux porteurs de projets d'être le plus qualitatif possible et ambitieux sur le plan environnemental. Tout à fait. Monsieur Château, vous confirmez que ce sont des critères qui sont très importants pour l'ADEME quand elle traite ce type de projet ? Oui, effectivement, la qualité du projet, elle est importante. Alors évidemment, tous les projets n'atteindront pas le même niveau d'ambition, tous les projets sont différents. Si on a besoin, je ne sais pas, uniquement de faire un espace public, voilà, il y a forcément des notions importantes sur la qualité de conception de projet en termes de dépollution. Après, voilà, la qualité du projet au sens large s'appliquera moins que si on a un projet mixte avec du logement, de l'activité économique, des équipements publics, etc. Mais en tout cas, je rejoins le propos de M. Coudray de dire que les études préalables, l'ingénierie de projet, elle est fondamentale. Si on prend l'image de l'iceberg, souvent on voit les travaux, la partie émergée, mais il y a tout le reste. C'est la conception, les études préalables pour définir les bonnes modalités de gestion de la pollution pour que les futurs habitants, les futurs usagers soient pas mis en situation de risque. Donc, des projets de qualité portés par des professionnels compétents. Est-ce que, du coup, quels ont été les critères un petit peu de priorisation des projets par rapport à tout ce que vous avez reçu? Quels sont voilà, vos critères de sélection autres que qualitatifs? En fait, ils sont derrière qualitatif. En fait, ça englobe beaucoup de choses. Comme on l'a dit, il y a la conception du projet en matière de gestion des pollutions. Il y a la conception de projet en matière d'intégration de différentes thématiques environnementales, par exemple l'économie circulaire. On va avoir un projet d'aménagement ou de construction. Bien gérer la pollution, c'est bien, mais si l'ensemble des déblais suivent l'économie linéaire, ça n'a pas vraiment de sens. Donc l'intérêt, c'est de voir une réflexion un peu globale, de voir si on a un projet qui intègre de la mixité de fonctions, avec, comme je disais, du logement, de l'activité économique ou des équipements publics, avoir une réflexion aussi sur la mobilité. Si c'est pour laisser la place faire que de la place à la voiture dans ces projets-là, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'avoir une réflexion un peu globale et cette qualité de projet, elle est quand même essentielle. Mais encore une fois, tous les projets ne cocheront pas toutes les cases et ce n'est pas pour autant qu'ils ne seront pas sélectionnés. D'accord. Le fonds Friche de l'ADEME, il existe déjà depuis plusieurs années. Est-ce que les critères du fonds Friche avant et du fonds Friche version plan de relance maintenant sont les mêmes ou il y a eu des évolutions? Alors, il y a eu quelques évolutions. Il y a eu un recentrage sur la partie type de site, installation classée pour la protection de l'environnement au code minier, comme j'évoquais tout à l'heure. Donc là, c'est plutôt un recentrage. Par contre, il y a une large ouverture sur l'ensemble des technologies et des techniques et mesures de gestion des pollutions. On s'était recentré sur l'exemplarité des techniques, donc du traitement en place de la pollution ou du traitement sur site. On a permis d'ouvrir et donc de prendre en compte l'ensemble des filières de traitement des terres polluées, en gardant quand même une bonification du taux d'aide si on avait de l'exemplarité en matière de Il y a des bonifications. Ouais, si le projet va vraiment beaucoup plus loin, exactement. Vous bonifiez donc on gardait cette philosophie de tirer vers le haut les projets oui. Et de donner un bonus pour ce type de techniques qui sont matures, contrairement à ce qu'on voit encore trop souvent écrit. Donc ça, c'est un paramètre important. Et puis, ce qu'on a pris en compte également, M. Coudray l'a évoqué, c'est étendre le périmètre des travaux éligibles. Jusqu'à présent, on se restreignait à la dépollution des sols et sites, qui est quand même un gros poste, mais on a pris également, si jamais on avait cette dépollution des sols, la déconstruction et le désamiantage au préalable. Désormais, c'est inclus dans le projet et dans les aides. Monsieur Coudray, vous partagez ce que dit Monsieur Château sur le besoin de présenter des techniques de dépollution innovantes qui vont loin. Est-ce que c'est trop ambitieux ou c'est bien pour des professionnels comme vous ? Non, je pense que c'est bien, et puis effectivement, ça va dans le sens de l'histoire, et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre que, je pense, au niveau du stade de la conception ou bien de l'usage de la friche qui sera reconvertir, on ne peut plus se permettre de la dimensionner de manière linéaire, il faut justement le penser de manière circulaire, que ce soit dans sa conception et derrière en phase, entre guillemets, d'exploitation ou du moins d'usage. Pour se permettre cela, c'est pour ça qu'il est
comme l'évoquait M. Château, je pense qu'il est indispensable. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre à nouveau de réfléchir, on va dire, par compétences, en silo. Quand on a un projet de reconversion de friche, il faut l'imaginer de manière transversale. Il faut pouvoir regarder ce projet de reconversion à travers un prisme, on va dire, de différentes facettes, que ce soit l'aménagement durable, la construction durable, les performances et les ambitions, on va dire, énergétiques, carbone, la biodiversité, la nature en ville. Il faut justement intégrer l'ensemble de ces facettes pour avoir un projet qui soit le plus éligible et qui s'inscrive au mieux dans, on va dire, dans les villes les plus durables ou plus désirables. D'ailleurs, on parle de nature en ville. Est-ce que c'est pas évident de valoriser la présence d'un parc dans un projet, la place de la biodiversité, de la végétalisation dans un projet? Est-ce que c'est un facteur que vous arrivez à intégrer et du coup à prendre en considération pour la sélection des projets? Alors, on le prend en considération, oui, ne serait-ce que parce que le type de projet qui vise la création d'espaces de nature en ville, de parcs urbains et pas seulement un espace de pelouse classique. Donc ces projets-là, on les valorise bien dans le cadre de l'appel à projet. C'est bien une cible principale, justement parce que ces projets ne voient pas souvent le jour. On voit que nos concitoyens en ont besoin. C'est des projets sur lesquels il n'y a pas de recettes. Et donc forcément, si on veut réduire le reste à charge des collectivités, notamment, il est important d'avoir des aides publiques sur ce type de projet. Et dans les dossiers que vous avez eus, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a est-ce que c'est quelque chose qui se développe? Est-ce que les collectivités sortent de l'aménagement un peu classique où on fait des logements et de l'activité économique? Est-ce qu'il y a la part de la nature est présente dans ces projets? On a de plus en plus de projets qui visent ce type d'usage, avec des dossiers qui portent dessus. Alors généralement, ça s'inscrit dans des projets plus vastes dans lesquels il y a aussi autre chose, notamment dans un processus large de renouvellement urbain, mais des projets qui visent exclusivement, dans le cadre des projets déposés, la création d'espaces de nature en ville, que ce soit une forêt urbaine, que ce soit des espaces refuges pour la biodiversité. Oui, on en a eu, je pense que c'est à peu près 15% ou moins 15% qui avaient ce type de fonctionnalité dans les projets, ou qui étaient uniquement dédiés à ça. D'accord, donc c'est une tendance qui est intéressante à observer. Monsieur Coudray, par rapport au plan de relance, aux évolutions, est-ce que vous pensez que ça va vraiment déclencher? On a vu qu'il y a eu énormément de répondants à l'appel à projet. À votre avis, sur quoi joue le plan de relance pour déclencher autant d'activités autour de la reconversion des friches? Mais je pense que le plan de relance joue sur les différents coûts justement qui sont subséquents aux passifs environnementaux sur lesquels des aménageurs ou des promoteurs immobiliers vont se positionner. Et aujourd'hui, on a évoqué différents projets d'aménagement portés par des porteurs de projets publics, mais on se retrouve aujourd'hui avec des porteurs de projets privés qui ont été assez peu, je crois, lauréats, puisque la grande majorité a été attributaire à des porteurs de projets publics. Pourtant, ils se retrouvent, on va dire, face à contraint avec un effet de cisaille. D'un côté, des droits à construire qui limitent le bilan de l'opération et également un passif environnemental à gérer. Donc il serait intéressant de savoir sur le prochain plan de relance si effectivement au niveau de la considération et des futurs critères d'attribution, si les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un effet de levier par des aides publiques pour justement contrer cet effet de cisaille entre les droits à construire qui capent un bilan d'opération et un passif environnemental à gérer. Quand vous dites droit à construire, c'est la totalité des mètres carrés qui peuvent être construits, ça c'est limité? Oui, parce que c'est un deal politique avec la mairie ou bien la métropole et les collectivités, de par l'intégration notamment des espaces verts ou des espaces publics qui sont bien évidemment utiles et à pas remettre en question, mais qui de fait limitent les droits à construire et donc un bilan d'opération. Du coup, les recettes sont moins élevées. Effectivement. Et qu'est-ce que vous répondez du coup? Apparemment, les collectivités étaient la cible principale des appels à projets. Elles ont répondu. Quels pourraient être, du coup, si c'était des porteurs à projets privés, pourquoi ne pas les avoir retenus? Est-ce que ça va devenir une priorité par la suite? Comment vous voyez les choses? Alors, l'ensemble des porteurs de projets, quelle que soit leur typologie, peuvent candidater. On a eu pas mal de porteurs de projets privés, des promoteurs, des logisticiens ou même des entreprises pour relocaliser ou développer une activité. Donc ce n'est pas limitatif et on a encore une fois la totalité des typologies d'acteurs on retrouve la diversité des acteurs dans les lauréats. En revanche, c'est vrai que parmi les dossiers, les candidatures sont le reflet des projets portés une année donnée.
Et donc cette année, notamment pour pas mal de projets de promoteurs privés, il n'y avait pas forcément une grosse problématique de dépollution des sols, mais plutôt... Sur certains dossiers, c'était pas il y avait une très très forte dépense en termes de gestion de déblais, d'aménagement, de qualité plutôt médiocre, mais pas vraiment de pollution. Et en ce sens, en fait, la création dans le cadre des projets de multiples niveaux de sous-sol, notamment pour les parkings, génère des quantités de déblais hallucinants qui grèvent vraiment l'équilibre financier des projets, d'autant plus que les recettes sont de plus en plus limitées parce que les droits à construire se réduisent. Donc en fait, la réflexion un peu d'ensemble que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la mobilité, la place de la voiture, doit aussi impacter la manière dont les projets sont conçus. Et du coup, mais est-ce que l'ADEME quand même... Alors du coup, est-ce que quand un projet vous arrive et que du coup le déficit il est lié à ces remblais qui sont en très grand volume à traiter, est-ce que vous vous aidez quand même ou vous considérez que ce n'est pas votre rôle et que c'est un problème annexe? On n'est pas dans le périmètre des projets que nous, on est en capacité d'aider. Les autres appels à projets peuvent y répondre, mais en tout cas... Du coup, les appels à projets régionaux pourraient y répondre, mais en tout cas, pas notre dispositif. Donc l'ADEME, c'est surtout si le porteur de projet est face à une pollution, exactement. Et non pas si les différences d'équilibre économique... Si la qualité des déblais ne rencontre pas les critères d'un exutoire donné. Mais les qualités des déblais peuvent être liées à une pollution, du coup? Oui, bien sûr, mais en tout cas, dans la méthodologie nationale de gestion des sites au sol pollués, vous avez d'une part les pollutions concentrées qui sont à traiter dans tous les cas, les zones sources également, et ensuite on rentre dans une évaluation des risques sanitaires. Si la qualité des déblais ne pose pas de problèmes sanitaires, on n'est pas dans une gestion nécessaire pour la remise en état du site. Les déblais pourraient rester là, on pourrait faire le projet, mais dès lors qu'on fait des infrastructures et qu'on évacue beaucoup de déblais, il y a à regarder dans quel exutoire ils peuvent aller. Et si la qualité ne respecte pas les exutoires les moins contraignants, le coût est important. Et donc là, il y a un déficit opérationnel, mais qui n'est pas lié à une pollution intrinsèque liée à l'activité antérieure du site. Monsieur Coudray, donc le plan de relance est bienvenu pour les acteurs de votre filière. Ça redynamise une activité, les projets sont là. Quel serait votre souhait pour comment le perdurer? Parce que ce qui est bien, c'est que ça a tellement bien marché que l'État va doubler le fonds et va remettre au pot de l'argent, surtout pour 2022. Mais qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, sur quel point il faudrait le prolonger, l'élargir pour vraiment lui donner toute sa force pour une filière comme la vôtre? Effectivement, c'est 350 millions qui ont été annoncés de mémoire le 17 mai. Dans le cadre de ce nouveau plan de relance, je pense qu'il serait effectivement, mais comme M. Château vient de l'évoquer, on a les porteurs de projets publics ou privés qui sont contraints entre des obligations de créer des parkings et également d'aménager des espaces verts et des espaces publics. Et de par une certaine pression immobilière ou bien de phasage, de par les projets, les travaux d'aménagement au sein du ZAC, d'une ZAC qui n'ont peut-être pas forcément le temps justement de déployer des solutions, des techniques de gestion de déblais qui peuvent être, on va dire, beaucoup plus virtueuses et peut-être intégrer à ce moment-là une aide et un coup de pouce qui permettrait un effet de levier pour justement gérer ces déblais, même si c'est dans des techniques peut-être plus linéaires et qui aideraient dans tous les cas, même ces porteurs de projets-là et en zone tendue, et à apporter cet effet de levier-là. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Château? Je dirais que c'est déjà possible, comme je l'évoquais. S'il y a une problématique de pollution liée à l'activité antérieure, nous on peut y répondre. Dès lors que ce n'est pas le cas, les appels à projets recyclage foncier développés par les préfets de région sont le bon outil. Oui, donc il y a l'appel le nom de l'appel à projet de l'ADEME, que tout le monde sache bien vers qui se tourner. C'est reconversion des pollutions pour la reconversion des friches. Et celui au niveau régional, recyclage foncier. C'est l'appel à projet recyclage foncier. Et là, on est bien d'accord qu'il y ait des pollutions ou enfin. Oui, il n'y a pas forcément des pollutions. Il n'y a pas besoin de dépollution, donc il y a aussi, le fonds de relance concerne aussi des sites qui ne sont pas pollués et qui peuvent être réhabilités. Bien sûr. Si on parle un petit peu calendrier, est-ce que vous avez une idée de la suite? Est-ce qu'il y a une nouvelle... Voilà, on a eu une première sélection de lauréats, de projets. Quel est le calendrier qui arrive? Est-ce qu'il y a un nouvel appel à projet qui sera lancé? Alors, le plan de relance, comme on a évoqué tout à l'heure, c'est un soutien massif à court terme. Donc la volonté du gouvernement, c'est d'aller vite. L'édition 2022 sera plutôt une deuxième édition 2021. Donc le calendrier est en train de se caler, mais
Ça sera lancé en 2021 ou en 2022? Lancé en 2021. Ah, voilà. Donc vraisemblablement au courant de l'été. Donc ça va aller vite. Ouais. Donc forcément, il y a toujours des projets dans les tuyaux. Donc et on l'a vu, la demande est là. Donc on accélère, quoi. Ça, le calendrier s'accélère. Ce qu'il faut garder en tête aussi, ça a été évoqué tout à l'heure dans le programme introductif, dans le cadre de la loi climat-résilience et de dispositions antérieures, la question de la pérennisation du fonds friche est évoquée. Donc pour les projets qui ne pourraient pas être aidés cette année, le futur garde quand même de l'intérêt avec cette possibilité de pérennisation. Et puis notre appel à projet qui existe depuis 10 ans va aussi lui perdurer. Donc nous, on perdurera aussi en 2022. Plutôt une bonne nouvelle, du coup, pour la filière, ce calendrier qui s'accélère. Effectivement, c'est une bonne surprise. Normalement, il était prévu 2 sessions et compte tenu du succès des différents dépôts, il a été décidé de le doubler, mais en plus d'anticiper d'1 an. Donc effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Et alors, les projets qui viennent d'être sélectionnés, combien de temps on va les voir sortir d'ici combien de temps, ce type de Pour projet? le montage du dossier? Les montages de dossiers, et puis quand les projets vont sortir de terre, sur quel rythme on est pour des projets de reconversion comme ça? Rien que montage de dossier, hormis la conception, on va dire, environnementale, que ce soit par exemple un plan de gestion ou un plan de conception de travaux, rien que le montage de dossier, il faut aussi prendre en l'avance, il faut considérer par exemple un bon mois dans un premier temps, et je pense qu'il est un conseil, il pourrait être intéressant de vérifier l'éligibilité du dossier, peut-être le faire dans un premier temps en off, parce que les critères d'attribution sont assez clairs, donc il est important de faire une première évaluation de cette éligibilité, peut-être le faire également en on avec les équipes de Laurent Château, afin de préparer justement ce dossier-là. Donc il faut de l'anticipation, il faut du temps, puis c'est une démarche itérative, c'est une démarche de concertation, pas uniquement entre le porteur de projet et le bureau d'études, mais également avec toutes les équipes de maîtrise d'œuvre, avec les équipes d'archi et les bureaux d'études de tout corps d'État, parce que voilà, c'est une démarche itérative, constructive, pour aboutir au meilleur dossier, au meilleur projet, le tout bien évidemment en prenant soin de ce projet, en le dopant d'ambitions environnementales ou carbone par exemple. C'est ce conseil que vous donneriez aux collectivités ou aux porteurs de projets privés qui ont un projet à déposer? Tout à fait, et dans le cadre de cette démarche itérative, avoir une vision la plus transversale, que ce soit à travers les compétences qui sont instruites dans les plans de relance, que ce soit la biodiversité, la nature en ville, la mobilité et autres. Il faut pouvoir, dans le cadre de cette démarche, ne pas réfléchir effectivement en silo, mais avoir une vision la plus transversale et globale possible. Et un projet béton pour faire plaisir à l'ADEME et pour être sélectionné. C'est ça. Je vous propose qu'on arrête là et qu'on passe aux questions des internautes. Elles sont nombreuses. Alors, la première, quand aura lieu le prochain appel à projet? On y a répondu. Le calendrier est accéléré cet été, a priori. On aura l'ouverture du prochain appel à projet. Monsieur Coudray, comment envisagez-vous l'évolution du secteur lorsque le plan de relance sera clos? On en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous pensez qu'une fois que toute cette enveloppe budgétaire sera dépensée, est-ce que ça aura suffi à relancer voilà. Comment vous voyez l'avenir? Les fonds de subvention, les fonds d'aide de l'ADEME existent depuis de très nombreuses années. Alors bien évidemment pas avec le même volume que le fonds de recyclage de foncier. Il serait plutôt, on va dire, opportun et puis de bon augure pour tout le monde que ce soit quand même perduré. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que de plus, il y a des AMI. Moi, je viens donc du Sud et la région, en tout cas Sud-PACA, a déployé un AMI pour aider les collectivités dans le cadre d'un processus d'identification de reconversion de friches. Donc il y a ces aides-là, et également auprès de l'ADEME, les aides pour la partie études. On a évoqué la partie travaux, mais il ne faut pas oublier les aides études qui sont déployées au fil de l'eau tout le long des années civiles. Donc voilà, il faut également être... Les régions, du coup, peuvent être aussi des bons interlocuteurs et des financeurs. Et également des fonds européens, également dans le cadre d'identification de sites industriels clés en main, tel que c'est indiqué, oui. Vous avez une petite idée au total, Monsieur Château, du nombre de mètres carrés de travaux que ça représente, les lauréats qui ont été sélectionnés là. Vous avez des statistiques? Alors, en tout cas, pour les 36 lauréats, alors on a 111 lauréats, 75 pour les études et 36 pour les travaux. Pour les 36 lauréats pour les travaux, ça va représenter à peu près plus de 650 000 m² construits à terme, 3 900 logements. L'activité économique
des emplois qui vont être créés, pas pour les travaux, mais pour après. C'est plus de 4000 emplois qui vont être générés. Il y a toute l'activité travaux, donc on a à peu près pour 50 millions d'euros de chiffre d'affaires de dépollution, des aménagements, des constructions qui vont être générés par ces projets-là d'ici fin 2024, donc c'est assez significatif. Et si on veut regarder, élargir le spectre sur l'ensemble des plus de 400 lauréats, 441 lauréats des appels à projets régionaux, on multiplie par 8. Ah, carrément. Oui, donc c'est un beau dynamisme. Alors, quelqu'un qui nous précise que oui, en effet, le plan de relance, on l'a dit tout à l'heure, ce ne concerne pas que les sites pollués. On est bien d'accord. Si le site est pollué, ICPE ou ancien site minier, c'est l'ADEME. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les appels à projets régionaux pour votre projet. Alors, un cas un petit peu particulier, nous avons un projet d'usine de batterie lithium. Pouvons-nous choisir un site pollué afin d'installer l'usine et cumuler le soutien de l'ADEME avec d'autres aides du plan de relance? A priori, oui. Oui. Donc, sauf que si il y a la question de la temporalité, le plan de relance, en gros, c'est maintenant. Oui. Fin des travaux de remise en état, fin 2024. Si on est en stade projet, au sens du terme, on se projette dans l'avenir, c'est peut-être pas le plan de relance qui sera le bon dispositif, ça sera peut-être le après. Donc ça dépend de la temporalité. Oui, ça dépend à quel moment ils en sont dans leur projet. Mais sinon, a priori, pas de... Mais le fait de choisir un site pollué, est-ce que... Enfin, du coup, j'ai l'impression que ça ne fait pas peur à un industriel qui veut s'installer. S'il est rassuré par les aides du plan de relance, il peut se dire, j'y aurais peut-être pas été sur un site pollué, mais si on peut m'aider à le dépolluer, je peux peut-être du coup m'orienter vers un site comme ça. Et... Qu'est-ce que vous en pensez, M. Coudray? Aujourd'hui, un site pollué, que ce soit pour un projet immobilier ou un projet industriel, pris dans les temps et pris en amont et en se donnant, on va dire, les moyens peut-être pour déposer à terme un dossier de demande de subvention qui soit mature, peut être une belle opportunité, un beau levier pour justement, s'il est trop tôt dans le cadre de la question qui est posée, pour déposer justement un dossier au fonds de relance. Et on peut s'appuyer justement sur les subventions études de l'ADEME pour justement rendre le projet mature et le déposer ensuite dans le cadre du recyclage foncier ou d'aide aux travaux. Et ce qu'on peut dire également, c'est que dès lors qu'on développera une activité industrielle, quelle qu'elle soit, l'effort à fournir pour remettre en état le site sera probablement moindre que si on veut faire du logement, parce que l'exposition des personnes sera moins impactante, vraisemblablement. Oui, c'est vrai. Ça mérite d'être étudié, mais l'effort sera moindre, donc il peut être plus intéressant et donc moins coûteux oui, c'est intéressant pour aller de sur rappeler, l'activité économique. Le niveau de dépollution dépend de l'usage du site qui va être fait. Du niveau de pollution initiale, mais également de l'usage, de l'exposition des personnes. Il y aura forcément des gens qui travaillent, donc forcément on ne fera pas n'importe quoi, mais ce sera sûrement moins important que si des enfants venaient à vivre sur le site. Une dernière question avant de terminer cette table ronde. En termes pratiques, les aides du fonds, quand site pollué, interviennent en amont des travaux ou au fur et à mesure de ceux-ci ou à la fin des travaux, sur présentation d'un document spécifique. Ah oui, d'accord. Donc les aides arrivent-elles avant, pendant ou après les travaux? À quel moment elles sont versées dans le projet? En gros, elles vont être versées en cours et à la fin. En gros, sur présentation des factures en cours de route. En cours de route, au fur et à mesure des factures. Il n'y a pas versement 100% avant et après on ne se revoit plus. Non, il peut y avoir une avance si c'est une entreprise privée et ensuite c'est plutôt à l'avancement, donc voilà, en cours de route et au niveau du solde à la fin des travaux. Allez, une petite dernière question, il est pas mal. Quel est le changement d'échelle du plan de relance? Est-ce que le changement d'échelle du plan de relance peut entraîner une baisse des coûts durables? Monsieur Coudray? Une baisse des coûts durables. Voilà. Est-ce que le fait je pense que la question c'est, est-ce que le fait d'avoir initié énormément de projets, ça peut faire baisser les coûts à l'échelle peut-être de la dépollution parce qu'on va multiplier les projets des plans? Par exemple, si je comprends bien la question, oui, on peut imaginer si on est dans une ZAC avec un certain passif environnemental et industriel, si le plan de relance permet à différents porteurs de projets de se mobiliser autour de différents sites impactés au sein d'une ZAC, ils peuvent peut-être, par exemple, dans un jeu de mutualisation de déblais remblais, justement entrer dans une synergie des différents coûts et donc de leurs besoins en fonction de leur excédent ou de leur demande remblée. Donc effectivement, le fonds de relance peut permettre justement cette mutualisation et cette capitalisation de coûts avec des projets qui peuvent se rendre concomitants. Monsieur Château? Ce qu'on peut dire également, c'est que le coût moyen des techniques de traitement en place ou sur site
ne devrait pas sensiblement évoluer quand bien même on va faire beaucoup plus de projets. D'accord. On est sur des techniques qui sont matures, je le rappelle, on n'est pas dans de l'innovation, il y a des choses matures. Donc évidemment, plus on en fera, plus on risque d'avoir des coûts qui peuvent diminuer, mais ça sera à la marge. On n'est pas dans des économies d'échelle, on est forcément sur du site par site. Donc très bien. Pas de coût moyen à la baisse. Merci messieurs pour vos réponses. Merci d'être venus échanger avec nous ce matin. Notre première table ronde se termine. Pour la deuxième table ronde intitulée « Que va changer la loi ASAP pour les sites et sols pollués ?», je vous laisse en compagnie de Laurent Radisson, rédacteur en chef d'Action Environnement délégué au marché HSE. Et en attendant, je vous propose de visionner un reportage sur des travaux de réaménagement en cours en Île-de-France en lien avec la préparation des JO 2024. Un reportage de Baptiste Clark, Romain Pernaud et Philippe Collet. A tout de suite. Combinaison intégrale, équipement de protection respiratoire, ventilation assistée et filtration de l'air. Rien n'est laissé au hasard pour cette visite de chantier. Une ancienne usine à gaz a laissé des traces à Saint-Denis, en région Île-de-France. Alors on a des pollutions un peu de tout type. On a des pollutions par des composés organiques, des hydrocarbures, des solvants notamment, et également par des métaux. Objectif du chantier, dépolluer et réhabiliter le site pour aménager notamment le centre aquatique des Jeux Olympiques 2024. Après avoir caractérisé les zones à traiter, c'est 165 000 m3 de terre qu'il faut excaver. On a mis en œuvre sur ce site une méthodologie très spécifique puisque le fil conducteur c'était de maîtriser les impacts. Donc on a réalisé un système de confinement par des tentes dans lesquelles on extrait les gaz et donc on fait des terrassements sous ces tentes. Les terrassements consistent à excaver 165 000 m3 de terre et on a 30 000 m3 de terre impactée par des pollutions concentrées qui vont être évacuées et traitées dans des filières extérieures. Alors on va faire différents types de traitements, du stockage, on va faire de la stabilisation, on va faire du traitement biologique, du lavage et du traitement thermique. Encore faut-il que les centres de traitement arrivent à gérer les flux très importants de déblais, conséquence des divers chantiers pour aménager le Grand Paris. Toutefois sur ce point, Frédéric Villemain est plutôt rassurant. Les différentes filières de gestion des déblais ont anticipé, ont joué le jeu. Et on n'a pas rencontré de difficultés, parce que ça a été évidemment une de nos préoccupations, c'est de s'assurer que, de regarder s'il n'y avait pas un risque de saturation de certaines filières. Et aujourd'hui, le constat est qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement. Reste ensuite à valoriser au mieux les terres excavées en aménagement, comme le remblai d'anciennes carrières. Or aujourd'hui, une grande partie finit dans des installations de stockage, des montagnes de déblais, de plus en plus grosses et de plus en plus nombreuses. Retour sur le plateau. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième table ronde dédiée aux évolutions réglementaires en matière de sites pollués. Alors après la loi ALUR de 2014 qui a notamment créé les secteurs d'information sur les sols, les SIS, et le dispositif du tiers demandeur, une nouvelle loi promulguée en décembre 2020 modifie de nouveau le cadre législatif des sites pollués. Il s'agit de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite loi ASAP. Son principal décret d'application va bientôt être publié. L'objectif du nouveau dispositif est de sécuriser la dépollution des friches industrielles à travers essentiellement une nouvelle procédure de cessation d'activité des installations classées, mais également la possibilité d'une nouvelle substitution du tiers demandeur, ainsi que la révision des périmètres des secteurs d'information sur les sols. Ces modifications suscitent de nombreuses questions des professionnels, donc nous allons voir ce que va changer ces textes dans la pratique, quel est le calendrier de la réforme, et essentiellement de savoir également quand est-ce que le nouveau décret va paraître. Alors pour répondre à toutes ces questions, nous avons réuni deux spécialistes sur ce plateau. Marie-Pierre Maître, bonjour.
Alors, vous êtes avocate associée gérante du cabinet Atmos Avocats. Tout à fait. Et vous êtes également membre du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, donc le CSPRT. Et puis, nous avons Sarah Veil. Bonjour. Vous êtes donc responsable d'équipe sites et sols pollués chez Artelia Group. Tout à fait. Avant de donner la parole à nos deux intervenantes, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions donc, tout au long de l'émission. Alors, je me tourne tout de suite vers vous, Marie-Pierre Maître. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux changements donc, qui sont apportés par ces textes, donc la loi ASAP qui a déjà été publiée, oui. Le décret d'application dont on attend justement l'apparition. Et d'abord, justement, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'est prévue l'apparition de ce texte? Alors, initialement, le calendrier prévoyait une publication en juin. Il doit y avoir un passage pour avis au Conseil d'État. A priori, ça n'est pas encore passé, donc on peut envisager raisonnablement une publication pour le deuxième semestre de l'année 2021. Donc un décalage, puisqu'il était prévu initialement au mois de juin. Absolument. D'accord. Alors sur le contenu en fait de cette réforme, quels sont les principaux points qu'il faut retenir pour les professionnels? Oui, à la fois sur la loi ASAP et sur le projet, ce fameux projet de décret. Alors d'abord, je dirais qu'il y a un certain nombre de points qui viennent véritablement combler les lacunes de notre réglementation. La première chose, c'est que à partir du moment où on a une installation qui réduit son activité, de telle façon qu'il y a un changement de régime. Par exemple, on passe de l'autorisation à la déclaration. Là, clairement, le projet de décret prévoit que la réhabilitation du site se fera selon la procédure de réhabilitation pour les installations soumises à autorisation, c'est-à-dire pour le régime initial, ce qui n'était pas clair dans notre réglementation actuelle. Deuxième point intéressant, c'est que si la modification du régime intervient sur la nomenclature ICPE, c'est-à-dire pas du fait d'un changement de l'activité, mais d'un changement de nomenclature, là, la procédure de réhabilitation qui va s'appliquer, c'est la procédure du changement de nomenclature. C'est-à-dire que si la nomenclature change d'autorisation à déclaration, dans ce cadre-là, c'est bien la procédure de déclaration qui va s'appliquer. Donc dans ce cas-là, une procédure plus simple. Donc dans ce cas-là, une procédure plus simple. Autre point intéressant, on définit ce qu'est la mise à l'arrêt définitif. La mise à l'arrêt définitif, ce n'est pas seulement l'arrêt total de l'exploitation. C'est aussi une réduction de l'exploitation de telle sorte qu'il n'y ait plus d'installation classée, mais on garde une petite activité résiduelle non classée et ça, c'est aussi considéré comme un arrêt définitif. C'est très important parce que ça veut dire qu'on ne peut plus réduire petit à petit pour justement que l'industriel évite la remise en état. Là, c'est véritablement à partir du moment où on passe sous les seuils de classement ICPE qu'on considère qu'il y a un arrêt définitif. Autre point important, me semble-t-il, pour les installations soumises à autorisation, le préfet peut fixer un délai pour la remise en état. Alors on dit peut et pas doit. Voilà, on peut considérer qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin et permettre un encadrement. Donc voilà pour ces dispositions qui me semblent très importantes et venir combler les lacunes de la réglementation. Maintenant, si on regarde sur la procédure spécifique de déclaration, là aussi on a véritablement des modifications, puisque sur la mise en sécurité des installations soumises à déclaration, on demande de prévoir un calendrier pour la mise en sécurité, donc premier point intéressant, et une attestation de la bonne mise en sécurité du site qui est établie, et je pense qu'on y reviendra, sur une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, et là je cite, conformément à une norme et des modalités définies par arrêté ou disposant de compétences équivalentes. D'accord. Et cette attestation
elle est obligatoire, donc attestation de mise en sécurité, pas sur toutes les rubriques de la nomenclature ICPE, sur aujourd'hui, dans le décret, on prévoit 128 rubriques, qui passent des stations-service aux entrepôts, aux blanchisseries, aux centrales d'enrobage, les installations de traitement de surface, les installations de certaines installations donc le spectre est quand même très large. Le spectre est très très large et quasiment toutes les installations des rubriques 4000. Je dis quasiment, c'est pas tout à fait ça. C'est la quatrième partie de la nomenclature. Qui est la quatrième partie des installations classées. Si on a encore une seconde sur les installations soumises à autorisation et à enregistrement, cette fois, là aussi, des nouveautés, puisque possibilité pour l'exploitant de demander de différer la réhabilitation, donc un report de la remise en état qui est possible en fin d'activité à partir du moment où on a absence de réponse du préfet durant 4 mois, ça vaut refus du report de la remise en état. On a aussi un vrai encadrement des délais qui est plus strict. Par exemple, lorsqu'il notifie sa cessation d'activité, l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement notifie également le calendrier. Et puis, l'exploitant doit transmettre le mémoire de réhabilitation dans un délai de 6 mois à compter de sa cessation effective d'activité. Donc, un encadrement des délais qui est un peu plus strict. Évidemment, la grande nouveauté, et on va y revenir, c'est les attestations. Les attestations, donc des entreprises certifiées, dans 3 cas. L'attestation sur la mise en sécurité, première chose. L'attestation de l'adéquation des mesures de réhabilitation par rapport aux intérêts protégés, donc la protection de l'environnement et de la santé humaine. On reviendra, et ces attestations, elles peuvent être fournies par la même entreprise, c'est-à-dire celle qui fait le mémoire de réhabilitation qui va du coup prévoir l'attestation. Et puis, troisième type d'attestation, c'est l'attestation de conformité des travaux. En revanche, là, l'entreprise qui a fait le mémoire de réhabilitation peut attester de la réalisation des travaux, mais l'entreprise qui a réalisé les travaux ne peut pas attester de la réalisation de ces travaux. Enfin, juste un dernier point qui n'était pas dans notre procédure antérieure, c'est le contenu du mémoire de réhabilitation qui va être transmis à l'ARS à partir du moment où la pollution peut avoir un impact sur la santé des populations. Donc l'ARS, l'Agence régionale de santé. Tout à fait. D'accord. Merci. Alors Sarah Veil, donc tous ces changements réglementaires qui sont donc prévus par la loi et ce fameux décret, quelles vont être les incidences en fait sur le terrain? Donc vous qui êtes entreprise d'études et d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre en matière de sites pollués, comment ça va se traduire pour vous? Alors effectivement, la principale évolution, comme vous le disiez maître, c'est la création de ces 3 attestations. On s'inscrit avec la création de ces 3 attestations dans la continuité de simplification administrative qui a été initiée en 2009 avec la création du régime de déclaration avec contrôle. Et on est, si on peut faire un parallèle avec la loi ALUR, on est un peu dans le même cadre que la loi ALUR qui avait créé déjà une attestation qu'on appelle ATES, une prestation qu'on appelle ATES dans les cas de changement d'usage. Donc on s'inscrit dans ce cadre réglementaire-là, en tout cas dans la continuité de ce cadre réglementaire-là. Donc, comme vous le disiez, 3 nouvelles attestations qui vont voir le jour. Donc la première concernant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité du site, qui va concerner à la fois les installations soumises à autorisation, à enregistrement et certaines installations soumises à déclaration qui seront listées dans le décret à venir.
La deuxième attestation, donc vous le disiez également, c'est l'attestation qui garantit l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, qui, elle, ne concernera que les installations soumises à autorisation et les installations soumises à enregistrement. Et la dernière, donc l'attestation garantissant la conformité des travaux de remise en état, qui, elle aussi, ne concerne que les autorisations et les enregistrements. Pour cette dernière, donc il y a 3 grands domaines de certification dans les cités sols pollués, domaine A pour les études, domaine B pour l'ingénierie et domaine C pour les travaux. Donc effectivement, une société qui a fait les travaux ne pourra pas s'auto-attester sur la conformité de ses travaux, mais une société qui le souhaiterait, domaine C, pourrait éventuellement délivrer une attestation pour une autre société, domaine C. Alors ça va engendrer aussi d'autres modifications comme la mise à jour de la norme 31620, qui est notre norme de référence dans le domaine des sites et sols pollués. Elle avait déjà été modifiée au moment de la parution de la loi ALUR pour y intégrer la prestation ATES. Donc elle va de nouveau être modifiée pour intégrer les 3 ATES à venir. Donc en intégrant ces 3 nouveaux volets. Voilà, il y a un groupe de travail en cours avec l'AFNOR, piloté aussi par le ministère. Et une autre évolution réglementaire, c'est la modification de l'arrêté 2018 qui avait aussi cadré la prestation ATES, qui avait fourni un modèle de prestation ATES qui lui aussi va être modifié pour pouvoir donner les modèles des futures attestations. D'accord, donc une évolution normative et une évolution réglementaire également attendue donc, au niveau de cet arrêté. Voilà. D'accord. Alors, donc finalement, on peut parler d'un certain transfert de la compétence de l'administration vers des sociétés privées. Est-ce que c'est quelque chose qui peut poser question, Marie-Pierre Maître? Alors, oui et non. D'un strict point de vue juridique, il n'y a pas de transfert du pouvoir de police, puisque au final, le préfet aura tout à fait la possibilité d'intervenir. D'ailleurs, il y a une attestation qui est transmise à l'administration, et l'administration va avoir un certain temps pour réagir, notamment sur la question de l'adéquation des mesures proposées dans le mémoire de réhabilitation par rapport à l'usage prévu globalement. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas un vrai transfert des pouvoirs de police de l'administration. Après, certains vont dire qu'il y a un désengagement du contrôle de l'État. Là aussi, pas spécialement. Je prends par exemple la question du PV de récolement. Aujourd'hui, le PV de récolement, pour nous, c'est un petit peu le Graal, notamment quand une remise en état a été faite sur un terrain et qu'on va vendre le terrain. Le fait d'avoir le PV de récolement, c'est effectivement l'attestation de la part de l'administration que les travaux ont bien été réalisés. Dans les faits, dans la pratique, ce PV de récolement, on l'obtient très rarement. Du coup, je préfère avoir quelque chose qui va être une attestation d'un bureau d'études plutôt que rien du tout. D'accord. D'accord, donc vous confirmez également, Sarah Veil, cette analyse. Effectivement, l'idée c'est plutôt d'accélérer le travail d'instruction des dossiers et pas de se substituer à la décision du préfet qui de toute façon restera la référence et le pouvoir décisionnaire. Oui, vous faisiez le parallèle donc avec les contrôles périodiques des installations déclarées, c'est le même système. C'est exactement le même système. Qui est mis en place. Et pour les ICPEDC, un bureau tiers privé intervient à fréquence soit de 5 ans, soit de 10 ans pour établir un rapport de conformité par rapport à un arrêté type. Il remet son rapport à l'exploitant et au préfet. S'il y a des non-conformités, le préfet prend les décisions qu'il estime nécessaires, mais en aucun cas le bureau se substitue à la décision du préfet. Vous voyez, quand on a mis en place la déclaration avec contrôle périodique, il y avait eu un rapport qui montrait qu'il y avait une chance tous les 100 ans pour une installation soumise à déclaration d'être contrôlée. Voilà, c'est ça. Alors, le fait d'avoir un bureau d'études qui contrôle, avec des arrêtés ministériels qui précisent justement les points de contrôle, c'est quand même mieux que rien du tout. D'accord. Alors se pose aussi la question des entreprises donc, susceptibles d'intervenir donc, pour délivrer ces attestations.
Donc le texte parle de compétences équivalentes. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas forcément une entreprise certifiée. Est-ce que d'autres entreprises sont susceptibles de les délivrer ? Je pense que c'est effectivement ce qui est laissé en suspens par cette petite phrase que l'on a ajoutée ou entreprise à compétences équivalentes. Sachant qu'on avait exactement la même formulation pour la TES et que la notion d'équivalence a été précisée par une note du ministère de décembre 2018. Donc ce n'est pas non plus pas complètement cadré. Enfin, c'est pas une société. On a déjà, donc, on sait déjà ce qu'on peut entendre par équivalence. Qui précise de quoi il s'agit. Voilà. D'accord. D'accord. Alors il y avait une autre question également donc, liée à la réforme qui pouvait se poser, c'était celle de la possibilité de substitution du tiers demandeur, d'une nouvelle substitution du tiers demandeur ou tiers intéressé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Marie-Pierre Maître ? Oui, tout à fait. En fait, cette procédure tiers demandeur ou tiers intéressé, elle est issue de la loi Allure de 2014. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de mal à mettre en place ces procédures tiers intéressés. Oui, ça a démarré doucement. Ça a démarré doucement. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les exploitants voient l'intérêt, mais aussi les aménageurs. En fait, là, le transfert, la possibilité, en fait, pour un autre tiers intéressé de se substituer à un tiers demandeur, est quelque chose qui a été demandé notamment dans le cadre de la réhabilitation par des établissements publics fonciers qui vont remettre en état et qui ensuite vont transférer à un autre aménageur qui va véritablement faire la construction. Alors, ceci étant, c'est encadré, puisqu'il faut, pour qu'il y ait transfert de cette procédure tiers intéressé à un autre tiers demandeur, que l'usage prévu soit le même, premier point, et surtout que le nouveau tiers intéressé dispose des capacités techniques et financières suffisantes. D'accord. Donc c'est encadré, mais la procédure est simplifiée par rapport à la procédure initiale. Alors, ce n'est pas forcément simplifié, mais on permet le transfert. On permet le transfert. Voilà. D'accord. Et alors, je voulais revenir également sur l'encadrement des délais, donc la possibilité que le préfet encadre les délais de remise en état. Donc, est-ce que ça permet une accélération aussi des projets ? Comment vous percevez, Sarah Veil ? Ça pourrait effectivement. Alors moi, je pense que cette possibilité a été créée dans le cadre de projets qui pourraient être bloqués parce que la procédure tend à traîner. Si on sait qu'on a un projet avec une échéance donnée et que sans la réhabilitation du site à une telle date, le projet ne se fera pas, ça permettrait effectivement cette restriction en termes de délai de permettre à des projets d'aboutir. D'accord, donc il y a pas mal de projets en fait qui sont actuellement qui sont bloqués du fait de freins réglementaires on ne constate pas ça forcément au quotidien, mais je pense que c'est peut-être ce qu'a voulu le législateur. Alors, je pense surtout qu'on avait des cessations d'activité avec effectivement une mise en sécurité ou pas d'ailleurs, et puis un mémoire de réhabilitation, et ensuite les travaux n'étaient pas encadrés dans le temps. Ce qui fait qu'on pouvait se retrouver avec des sites qui n'avaient pas fait l'objet d'une remise en état 10 ou 15 ans plus tard. Là, c'est la possibilité d'encadrer en disant, il y a le mémoire de réhabilitation, on peut avoir une estimation du délai de réalisation des travaux, et donc on a une véritable remise en état dans un délai qui soit raisonnable. Avec aussi la possibilité, sur demande de l'exploitant, de modifier l'usage futur quand il y a une impossibilité technique, c'est-à-dire une impossibilité technique imprévue qui engendrerait par exemple un surcoût de réhabilitation. Donc on prévoit aussi des garde-fous et des possibilités pour l'exploitant qui a fait sa cessation d'activité de ne pas être bloqué dans le cadre d'une remise en état. D'accord. D'accord, effectivement. Et alors,
Globalement, par rapport aux différents intervenants qui interfèrent en fait dans cette chaîne de dépollution, finalement, cette réforme va toucher davantage les exploitants d'installations classées ou les aménageurs ou les sociétés qui interviennent dans la dépollution. Comment est-ce que vous voyez Alors, ça va concerner les exploitants puisqu'effectivement, comme les ICPEDC, ils devront mandater des sociétés pour délivrer ces attestations. Et puis ça va concerner les bureaux d'études et sociétés d'ingénierie qui vont être amenés à délivrer ces attestations. D'accord, d'accord, très bien. Alors on va regarder les questions là. Et donc les internautes ont posé un certain nombre de questions. Alors on va revenir sur la question de l'équivalence en fait qui effectivement interpellait. Donc j'ai une question, comment un bureau d'études peut justifier d'une compétence équivalente sans être certifié? Qui est-ce qui peut répondre à cette question? Donc effectivement, je renvoie à la note du 28 décembre 2018. C'est cette fameuse note qui cadre quelles sont les conditions d'équivalence pour justifier qu'un bureau d'études est capable de délivrer une attestation au même titre qu'un bureau d'études certifié. D'accord. Alors, une autre question qui est en lien, est-ce le certificateur lui-même qui statue sur l'équivalence? Le certificateur va s'appuyer sur cette note, en tout cas. Donc, on revient toujours, voilà, toujours à cette note, effectivement. Ouais. D'accord. Alors, nous avons également donc, une question sur la responsabilité. Donc, c'est peut-être plus pour vous, Marie-Pierre Maître. La responsabilité des entreprises délivrant les attestations va-t-elle augmenter et les exposer à de nouveaux litiges avec leurs clients ou les futurs propriétaires des terrains? Je ne crois pas spécialement. D'abord parce qu'on voit que l'engagement de la responsabilité des bureaux d'études, si elle existe, on a quand même quelques grands arrêts, notamment sur l'amiante, avec des diagnostics mal réalisés. C'est quand même pas légion, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nécessairement, il va y avoir une attestation d'un bureau d'études, donc c'est aussi par rapport à un référentiel, il va devoir s'engager, ce qui est bien normal. Et notamment sur la base d'une précision des dossiers. Par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment des précisions dans la réglementation sur qu'est-ce que comporte la mise en sécurité. Et donc, c'est par rapport au check de cette mise en sécurité que le bureau d'études nécessairement va rendre à son attestation. De la même façon, si on avait un cadre pour savoir ce que l'on mettait dans le mémoire de réhabilitation, on a aussi dans le projet de décret quelque chose de plus cadré. Ce qui veut dire aussi que le bureau d'études va pouvoir se fonder sur ces précisions pour rendre son attestation. Et puis, sur la conformité des travaux par rapport aux mémoires de réhabilitation, là, pour le coup, c'est à peu près ce que fait aujourd'hui l'administration lorsqu'elle va rendre un PV de récolement. Je ne suis pas du tout certaine que ça augmente spécifiquement la responsabilité des bureaux d'études et en tous les cas un engagement de leur responsabilité. Si derrière, par exemple, on avait une attestation de conformité des réalisations des travaux par rapport aux mémoires de réhabilitation et puis qu'on trouve une pollution résiduelle qui éventuellement a un impact sur la santé, de toute façon, ça ne serait pas par rapport à l'adéquation des travaux aux mémoires de réhabilitation. Ce serait une nouvelle source de pollution concentrée, par exemple, qui aurait été trouvée. Et donc, je ne suis pas persuadée, encore une fois, qu'il y a un impact vraiment très important sur la responsabilité des bureaux d'études. Donc, pas d'impact a priori. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là, Sarah Veil? Non, pas spécialement. Alors, on a une question en fait qui revient sur votre présentation initiale sur les différences d'incidence entre les changements de nomenclature et changements d'activité.
Pourquoi une différence entre un changement de nomenclature et un changement d'activité qui produit le même effet, le passage de l'autorisation à la déclaration? Pourquoi y a-t-il une telle différence? Alors, c'est quelque chose qui a été souhaité par le pouvoir réglementaire. Par exemple, c'est une discussion que l'on a eue au sein du CSPRT en disant que, effectivement, à partir du moment où il y a une modification de la nomenclature, mais qu'on a eu initialement, par exemple, une installation soumise à autorisation, pourquoi ne pas appliquer la procédure de réhabilitation pour les installations soumises à autorisation? Je pense que lorsqu'il y a une modification de la nomenclature qui fait passer d'un régime à l'autre, c'est pas juste au doigt mouillé, c'est parce qu'il y a une analyse finalement de l'impact sur l'environnement. Et si on passe d'un régime d'autorisation à enregistrement ou à des régimes d'autorisation à déclaration, c'est donc que l'on considère que ces installations sont moins impactantes pour l'environnement et la santé humaine. Et donc c'est sur cette base-là que du coup on en tire les conséquences d'un point de vue procédural sur les aspects remis en état. Je ne dis pas que c'est nécessairement ce qu'il fallait faire, c'est une explication. En tout état de cause, le point vraiment très important, c'est que à partir du moment où il y a une modification de l'activité qui génère un changement de régime, là pour le coup, on est bien sur une procédure de remise en état sur le régime le plus haut. Et ça, c'est clairement défini, c'était un point que l'on n'avait pas véritablement précisé dans la réglementation jusqu'à aujourd'hui, et ça, je trouve que ça va véritablement dans le bon sens. D'accord. Un point à ajouter là-dessus, Sarah Veil? Non, mais c'est vrai que de toute façon, dès aujourd'hui, on constate que pour certains sites qui sont devenus à déclaration après avoir été à autorisation, on peut encore avoir des arrêtés préfectoraux qui s'appliquent au site et qui cadrent tout à fait avec la précision des textes qui sortent. Donc, tout à fait. D'autant que ça peut s'étaler très longtemps dans le temps. On peut avoir, y compris avant la loi 76, sur des établissements dangereux de catégorie 1, et puis ensuite, petit à petit, ça se réduit, et on se retrouve aujourd'hui avec de l'installation qui n'est plus classée. Et donc, où l'administration ne va pas forcément regarder précisément, et je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on se retrouve ensuite avec des friches industrielles qui ne sont pas remis en état. Donc là, c'est vraiment un point important de cette prescription. Très bien. Alors on va prendre une dernière question qui concerne les agences régionales de santé, donc le dernier point que vous aviez présenté en introduction. Doit-on s'attendre à un délai d'instruction supplémentaire si l'ARS doit valider le mémoire de réhabilitation en complément de la DREAL? Alors, ce n'est pas véritablement une validation, c'est un avis, et elle a 45 jours pour le faire. Voilà. Donc, 45 jours, mais je dirais que c'est en temps masqué, hein, puisque elle va avoir cette possibilité de rendre un avis, et si elle ne rend pas cet avis, eh bien c'est donc qu'elle est supposée être d'accord avec le mémoire de réhabilitation. Je dirais que la question n'est peut-être pas tant est-ce que ça va augmenter les délais, parce que voilà, on parle de 45 jours sur une cessation d'activité avec une remise en état, généralement on est quand même sur des délais beaucoup plus longs, même si aujourd'hui on peut prescrire un mémoire de réhabilitation dans les 6 mois, avec une possibilité de prorogation du préfet. Il n'empêche qu'on est quand même sur des délais qui sont plutôt plus courts que ce qu'on a aujourd'hui dans la pratique. Donc, est-ce que ça va augmenter les délais? Pas forcément. Là où, moi, il me semble y avoir une question, c'est quand est-ce qu'on va effectivement demander l'avis à l'ARS? Et là, c'est à partir du moment où c'est susceptible d'avoir un impact sur les populations. Les populations au niveau sanitaire. C'est logique, c'est la compétence de l'ARS. Le truc, c'est qu'est-ce qui n'est pas susceptible d'avoir des impacts sur la population? Est-ce que ça ne veut pas dire que
on va s'orienter vers une quasi systématique transmission pour l'avis à l'ARS, point d'interrogation, première chose. Et puis, est-ce que l'ARS va avoir le temps de regarder tout ça? Je ne suis pas sûre, du coup. Et ça suscite des interrogations également pour vous, Sarah Veil, cette intervention des ARS? Alors, l'ARS, elle était consultée dans nos dossiers, surtout sur les établissements sensibles ou sur des dossiers qui ne relevaient pas des installations classées pour la protection de l'environnement, puisque là, c'était l'ADREAL qui instruisait nos dossiers. Donc on est déjà habitué à avoir des échanges avec l'ARS sur ces sujets de sites et sols pollués. Je pense que, comme vous le disiez, elle va se prononcer davantage sur ce qu'on appelle le hors-site, quand une pollution sort du site, que ce soit par le biais des eaux souterraines ou par des retombées atmosphériques. Je pense que c'est surtout sur ces dossiers-là que se concentrera l'ARS. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces interventions. Donc, j'en retiens qu'on a quand même pas mal de modifications réglementaires qui vont intervenir dans les mois qui viennent et puis également donc, dans la pratique, avec une échéance dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui est celle du 1er janvier 2022. 1er juin 2022. 1er juin 2022. Oui. Donc, date d'application du décret qui est attendu. A priori, une entrée en vigueur au 1er janvier 2022, avec une application des nouvelles procédures aux cessations d'activité intervenant après le 1er juin 2022. Voilà. D'accord, ce qui permet donc de laisser un petit peu de temps aux différents professionnels pour mettre tout ça en place. Et à l'administration également, puisqu'on attend la publication du décret. Alors, tout de suite, nous allons passer à une courte vidéo de notre journaliste reporter d'images Romain Pernaut sur le métier d'ingénieur en dépollution, avant d'enchaîner donc sur une troisième table ronde qui sera consacrée aux emplois et aux compétences requises pour reconquérir les friches polluées. Une table ronde qui sera animée par David Hacher, directeur de publication. Préparer la nouvelle vie de zones polluées par des décennies d'activités industrielles, c'est le quotidien d'Élodie, ingénieure en dépollution. Ce métier, je l'assimile un peu comme un médecin, mais on va dire médecin de la terre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va faire des diagnostics, on va regarder ce qui se passe, on va adapter un traitement. Je suis à moins de 33 millibars. Cette dimension de voir l'avant et l'après et de voir que notre métier a un impact positif sur l'environnement, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Sa dernière mission en Île-de-France, décontaminer les sols de cette ancienne usine de pièces automobiles où seront construits des logements. Ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est des anciennes activités comme celle-ci à l'état de friche qui vont être réaménagées, donc on doit limiter les risques sanitaires pour les futurs habitants. On a plusieurs procédés de dépollution. On va dire que la plus rapide, c'est juste l'excavation des terres. Donc on va prendre les terres polluées et on va les mettre en centre de stockage ou en centre de traitement. Là, l'avantage, c'est qu'on laisse ces terres en place et on ne fait que mobiliser la pollution. On extrait juste les molécules et ensuite on va les traiter sur charbon actif. La journée commence sur le terrain avec des prélèvements. Un travail essentiel pour assurer le suivi des opérations. Dans l'axe, c'est à combien? 21 mètres cubes. Alors je viens de mesurer le débit d'air qui passe dans le réseau et également la dépression qui est appliquée au niveau du puits, ce qui nous permet, en plus des mesures de concentration que l'on a faites, d'estimer la quantité de polluants qu'on extrait au niveau de chaque puits. Une fois les prélèvements terminés, direction le bureau. Les échantillons partent directement dans un laboratoire pour analyse. Une fois qu'on reçoit les résultats, ça nous permet de suivre l'évolution du traitement, de voir que les concentrations diminuent bien. Et tout ça, on peut le suivre avec l'aide de graphiques et de cartographie que l'on va faire ensuite. Ça va nous permettre de vérifier que le traitement est efficace, de voir où la pollution résiduelle se concentre et du coup pour pouvoir axer notre traitement et terminer notre mission. Qualité indispensable pour un ingénieur en dépollution, garder la tête froide en cas d'imprévu. Il n'est pas rare de faire des découvertes pour le moins étonnantes. Celle-ci en était une mémorable. On travaillait sur un chantier qui était près d'une tranchée de la guerre de 14-18 et du coup régulièrement on a trouvé des obus sur le chantier. Donc là pour le coup c'est arrêt de chantier, on doit faire appel à la sécurité civile et du coup on a des délais supplémentaires, ça fait des coûts supplémentaires aux clients et il faut faire face à tout ça.
Dans des villes où la densité urbaine et la pression foncière se font de plus en plus importantes, la dépollution de friches industrielles représente un enjeu de taille. De quoi assurer de longues années de travail aux ingénieurs en dépollution. Nous revoici donc pour cette troisième table ronde donc consacrée aux emplois, aux compétences requises pour donc la reconquête des sites et sols pollués. J'ai le plaisir pour cela d'accueillir donc sur ce plateau Fatima Douadi. Donc vous êtes responsable des ressources humaines chez Suez Remédiation et Fernando Pereira qui est responsable académique au sein de l'école des mines de Saint-Étienne. Merci à vous d'être en visio depuis Saint-Étienne avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos questions grâce à l'interface qui est située juste en dessous donc, de la fenêtre de visualisation sur le site sur lequel vous êtes en train de nous regarder. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques. Nous en emparerons au moment de nos échanges ou en fin de table ronde. Ceci étant précisé, donc, Fatima, est-ce que je peux vous demander de repréciser le périmètre de Suez Remédiation au sein de Suez, qui est une entreprise assez grande, une multinationale même. Oui. Remédiation, c'est finalement une société de taille, une branche de taille modeste. Exactement. Pour resituer Suez Remédiation à l'intérieur du grand groupe qu'est Suez, qui est à peu près 90 000 collaborateurs dans le monde. Donc, comme vous le disiez, c'est vraiment un groupe de premier rang mondial. Suez Remédiation fait partie de la branche IWS. IWS, c'est Industrial Waste Specialties, donc déchets industriels, grosso modo. Nous intervenons sur la réhabilitation des sites et sols pollués à l'intérieur de cette activité IWS. Et Suez Remédiation est une entreprise qui existe depuis à peu près une trentaine d'années, qui est initialement une petite PME lyonnaise, dans les environs de Lyon, et qui s'est développée en national pour suivre la croissance de cette activité qui est la réhabilitation des sites et sols pollués. Alors, quels sont les grands corps de métier que vous avez au sein de Suez Remédiation? Alors, les grandes familles de métiers, on a dans la branche technique donc des corps de métier, donc principalement des profils ingénieurs, donc plusieurs typologies d'ingénieurs. On a les ingénieurs plutôt opérations, donc qui sont chargés des projets, donc on a des chefs de projet, des ingénieurs travaux pour la partie opération, qui sont au plus près de nos clients. Nous avons aussi des ingénieurs chiffrage qui sont chargés, eux, de chiffrer les appels d'offres, notamment pour répondre à la demande de nos clients. Nous avons aussi des ingénieurs techniques. On a une direction technique qui est assez importante, surtout dans le métier qui exige vraiment un renouveau, de se reposer des questions par rapport aux techniques qu'on peut apporter à nos clients. Donc ça, c'est une partie aussi importante. Et puis, nous avons, comme je vous l'avez dit, une branche pyrotechnique, donc avec des profils des mineurs qui sont un peu à part. Voilà, on pourrait situer ça comme ça. Ils sont là pour intervenir quand on trouve dans des anciens explosifs des premières voire deuxième guerre mondiale, j'imagine. Exactement, voilà. Et alors, quelles sont les ventilations? On voit qu'il y a effectivement une grande diversité des métiers. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur à nous donner par rapport à ces grandes catégories? Oui, alors j'ai oublié les ingénieurs d'études aussi parce qu'on est partie ingénierie. Oui, voilà. Effectivement. Il ne faut pas les oublier, c'est aussi une partie importante de nos équipes. Donc dans les grandes familles de métiers, nous sommes environ à 55% de cadres, du collège cadre. Et puis nous sommes environ, pour le reste, ce dispatch entre le collège, ce que j'appelle le collège technicien et TAM ou TAM. Ça dépend des conventions collectives. Mais en gros, c'est la partie technicien avec les chefs de chantier, pour simplifier, donc sont sur ce collège-là, avec d'autres aussi fonctions de support. Et puis nos fonctions aussi ouvriers employés, donc plus nos techniciens de dépollution, opérateurs de dépollution. Alors sur ce périmètre, sur cette grande diversité de métiers, quels sont ceux qui sont en tension? Tous, plus ou moins, pour simplifier, parce que oui, on est en recherche assez constante, parce que nous sommes en plein boom de notre activité depuis quand même pas mal d'années. Oui, on l'a vu effectivement dans les tables rondes précédentes. Exactement, donc une activité en plein essor, avec des réglementations qui sont de plus en plus strictes, et puis aussi l'environnement, ce qui est une chose très importante pour le futur. Et puis aussi, l'environnement fait aussi partie de la stratégie de Suez au global, comme je ne sais pas si vous connaissez la stratégie de M. Bertrand Camus, où la remédiation est aussi un axe stratégique. Alors, quelle différence faites-vous entre la remédiation et la dépollution? Peut-être important effectivement de le rappeler. Alors, la remédiation et la dépollution, on peut avoir plusieurs types de dépollution, bien évidemment. On peut avoir la dépollution comme l'on peut voir les camions, voilà, les déchets communs, ménagers. La remédiation est vraiment une activité, je ne connais pas
l'historique du mot, mais c'est plutôt un anglicisme, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est de la dépollution, mais plus un anglicisme de la dépollution. Donc plus de la dépollution. C'est remédier finalement au problème de la pollution. Oui, si on peut voir ça que de cette façon-là, mais on intervient principalement pour des clients industriels, comme je vous l'ai dit, avec différentes typologies de clients industriels. On peut aller sur les historiques. Les historiques sont plutôt la chimie, la pétrochimie. C'est pour ça que l'activité s'est développée dans le bassin lyonnais, qui est connu pour ces activités-là. Mais on peut avoir d'autres typologies de clients, comme l'immobilier. On peut avoir rarement du particulier, mais ce n'est pas forcément la majorité. Et comme je vous l'avais dit, du déminage. On est aussi un bureau d'études qui apporte aussi ces solutions à nos clients sur de l'étude. Donc voilà, pour simplifier, je vous dirais plutôt que la remédiation et de la dépollution, mais plutôt vraiment sur la partie cité sol pollué. Très bien. Voilà. Alors Fernando Pereira, vous avez entendu effectivement Madame Douady qui évoquait le fait que quasiment tous les métiers au sein de Suez Remédiation sont en tension. Comment est-ce qu'un organisme de formation comme l'École des mines de Saint-Étienne entend apporter sa pierre pour résoudre cette problématique et accompagner les entreprises du secteur? Tout simplement en développant des offres de formation adéquates. C'est ce qu'on a fait il y a à peine 2 ans de cela, au travers du montage du master spécialisé chef de projet de sol pollué. Nous avions organisé une table ronde composée de l'ensemble des acteurs de SSP, ici du sol pollué, les collectivités locales, les bureaux d'études, les entreprises de travaux, les aménageurs. Et la principale conclusion est qu'il y avait un besoin impératif pour un profil de chef de projet en site de sol pollué. Donc, un profil de niveau ingénieur en mesure d'appréhender l'ensemble du processus de dépollution jusqu'au retour d'expérience de ce type de projet. Voilà. Très bien. Alors effectivement, est-ce que ça répond à vos problématiques? Entièrement. Comme je vous l'ai dit, le chef de projet cité sol pollué est le premier métier que je vous ai cité. Tous nos métiers sont importants, bien évidemment. Le chef de projet aussi, on peut dire la pierre angulaire, puisque, comme son nom l'indique, il est chef de projet, il ou elle est chef de projet, répond aux besoins de nos clients, et nous, on est plutôt sur la partie opération. On peut avoir différents types de chefs de projet. Nous, Remédiation France s'est réorganisé récemment pour être plus en filiale, on va dire en silo, si je peux appeler ça comme ça, avec vraiment la partie opération qui s'est spécialisée pour intervenir sur les chantiers. Nous avons aussi la partie, comme je vous l'ai dit, chiffrage, la partie technique, la partie commerce, la partie support, la partie ingénierie, la partie déminage. Donc nous avons des spécialistes. Le chef de projet est un chef d'orchestre, d'une certaine façon. Il est chargé sur le terrain avec le client et comme on vient d'évoquer, le retour d'expérience. Donc c'est un profil qui est important pour nos activités, c'est un profil qui est rare. Il n'y avait pas, comme on vient d'évoquer à l'instant, de formation clé en main. Voilà, ça n'existait pas, en tout cas à ma connaissance, de chef de projet. On peut avoir différents masters, master environnement, master, on peut avoir des formations ingénieur TP, enfin, c'est assez vaste. Et ça répond vraiment à quelque chose de précis qui correspond à un métier où on est un peu touche à tout. Fernando, c'est la raison pour laquelle vous avez développé un master spécialisé, donc quelque chose qui vient en complément d'un master, je dirais, traditionnel, tel qu'on peut en trouver aux écoles d'ingénieurs, tel qu'on peut en trouver dans les écoles ou les universités. Exactement. Donc, on a développé une offre de formation connexe. On s'est aperçu qu'il y a très peu de formations dans le secteur de CP. À ma connaissance, à l'heure actuelle, il y a 2 masters spécialisés qui sont opérationnels à l'école communale. L'un a été développé par l'INSA de Rouen avec l'entreprise Valgo et nous-mêmes. Il y a également des offres de modules courts qui sont développés par des organismes tels que PRGM ou encore l'INERIS, et également une offre de master SSP du côté de Nancy. Et du coup, cette formation existe depuis combien de temps? Alors, notre formation, elle a été accréditée, parce que c'est une formation qui est accréditée par la conférence du Grand Peuple, et elle est opérationnelle depuis 1 an. Donc effectivement, elle est assez récente. On comprend mieux votre propos, Fatima, effectivement, comme quoi il y a un vrai besoin et tout ça se fait finalement de manière relativement récente. Donc 1 an, et vous avez combien d'étudiants en formation? Alors, à l'heure actuelle, nous avons 7 alternants. D'accord. Donc, un master spécialisé, pour restituer le contexte, c'est 450 heures de cours délivrés sous format
travaux dirigés, travaux pratiques, visites de chantier de pollution ou encore cours magistraux. Et c'est également une mission en entreprise qui va déboucher sur la soutenance d'une thèse professionnelle. D'accord, donc on sent qu'effectivement ce sont des formations de haut niveau, mais en même temps avec une vraie connexion avec le terrain, une vraie notion d'application directement derrière sortie de la formation. Exactement. Quels sont les grands secteurs duquel sont issus les alternants que vous avez recrutés, entre guillemets, pour cette année? Quels sont les grands domaines? Est-ce qu'il y a de l'environnement, de la chimie? Quels sont-ils? Alors, j'ai des profils variés. La majorité, c'était des profils en biologie. J'ai également des profils en environnement pur. Et puis, j'ai recruté également des ingénieurs généralistes. Très bien. Fatima, on retrouve ces mêmes grands secteurs dans les profils que vous recrutez? Oui, alors une majorité de profils environnement. Quand on regarde un petit peu les différents types de formations, donc de Bac plus 2, Bac plus 3 minima, parce que nous sommes vraiment sur des métiers qualifiés, voire très qualifiés. Donc pour nos techniciens, nous les recrutons, en tout cas pour les plus récents, sur du Bac plus 3. Donc une majorité environnement, on a aussi ensuite plusieurs types de formations, donc, qui peut aller du TP, effectivement biologie, géotechnique, chimie assez rare, mais ça peut arriver. Voilà, des profils complètement différents, de l'ingénieur généraliste aussi, nous pouvons avoir, mais c'est vraiment une petite minorité. Donc si je peux simplifier vraiment, encore, les formations restent en prédominance sur le secteur environnement. Qu'est-ce que vous appelez environnement? Parce que l'environnement, c'est assez large. Vous avez aussi bien ça veut dire que vous avez aussi bien des gens qui sont issus de master traitement de l'eau, traitement de déchets. Exactement. Voilà. D'accord. C'est vraiment la grande famille de l'environnement. Voilà, je généralise, effectivement. Alors vous me dites si je me trompe d'ailleurs tous les deux, mais j'ai l'impression que finalement les SSP, les sites et sols pollués, c'est un peu venez comme vous êtes et adaptez-vous, ou en tout cas mettez à disposition de la reconversion des friches, de la dépollution, de la remédiation des sols vos compétences. C'est bien de ça dont il s'agit. Oui, je considère que ce métier s'apprend sur le terrain. Donc on peut avoir des bases solides dans certains secteurs d'activité, mais c'est un secteur qui est entre plusieurs autres secteurs. C'est un petit peu la spécificité des sites et sols pollués, parce que nous sommes sur de l'activité TP, parce que nous sommes beaucoup sur les chantiers de nos clients, donc sur du in situ. Nous avons aussi, pour étudier les différents types de pollution, donc il faut connaître les différents types de pollution, donc il va y avoir ces technicités sur les pollutions. Donc entre l'environnement, le TP, la chimie, la géologie, voilà. Donc plusieurs secteurs. Donc on n'a pas... c'est un peu un mouton à 5 pattes, effectivement. Donc ce qui est important, c'est vraiment le terrain, c'est d'apprendre avec ses collègues, avec notre direction technique qui aussi accompagne nos ingénieurs, nos techniciens, nos chefs de chantier sur ces technicités. Fernando, comment se fait l'adhésion à votre master spécialisé? C'est sur dossier. Bon, on est sur un master spécialisé, donc effectivement c'est payant, mais au-delà de ces frais, est-ce que vous recrutez spécifiquement sur tel ou tel type de compétences? Alors, bien évidemment, on demande aux candidats de remplir un pré-dossier, donc comprenant plusieurs pièces justificatives, bien entendu, qui va inviter. Ensuite, j'étudie le dossier à proprement parler, et il y a un entretien de recrutement qui est mené avec la direction du partenariat et l'innovation du monde américain et mondial. Si le candidat est retenu, la formation débute en octobre. Très bien. Est-ce que vous avez des relations, après, une fois que vos alternances sont, comment dirais-je, sont diplômés, est-ce que vous avez une relation directement avec les entreprises? Vous avez dit effectivement tout à l'heure que vous aviez conçu votre master en partenariat avec les entreprises, en accord avec les besoins des entreprises. Vous avez derrière des relations directes pour pouvoir les placer, entre guillemets, si vous me permettez l'expression? Alors, ce master spécialisé, c'est une formation qui a été labellisée par le groupe de compétitivité chimie, environnement, Accélera, et qui est soutenue par des organismes tels qu'IDEFRICH. Alors, IDEFRICH, c'est un projet fédéral qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est soutenu par 2 réseaux d'excellence qui sont Accélera et le cluster infrastructure durable ou durable. Et elle est également soutenue par l'UPDS, l'Union des professionnels de la dépollution des sites. Bien évidemment, on entretient un réseau
pour répondre à votre question, d'entreprises conséquentes. On se base sur notre propre réseau au niveau de Saint-Étienne, mais on s'appuie également sur le réseau de nos partenaires, notamment Accélera. Merci beaucoup pour ces précisions. Pendant que on évoque donc toutes ces questions et les questions qui nous arrivent, plan de relance, loi ASAP, qui sont autres que les deux sujets des tables rondes qu'on a évoqués précédemment, le secteur embauche-t-il massivement? Est-ce que vous avez beaucoup de recrutements en cours, Fatima? Oui. Oui, considérant que nous sommes à peu près de 145 collaborateurs en moyenne, c'est plutôt constant. C'est en fonction aussi de nos projets gagnés, donc ça peut être aussi une activité cyclique, donc on peut avoir des pics. Si nous avons gagné un projet de plusieurs millions d'euros qui nécessite effectivement des effectifs. Et comme je vous l'ai dit, nous travaillons en mode projet, donc on a une date de début, on a une date de fin, oui. Effectivement. Donc on peut avoir des pics, mais globalement, je peux dire que c'est constant. Massif, tout dépend, se considère comme massif, mais important, oui. Aujourd'hui, au Tenté, vous avez combien de recrutements ouverts? À peu près 28-30 postes. Oui, donc pas conséquent. Loin de 10% de vos Exactement. Effectifs, effectivement. Donc c'est voilà. Effectivement important. Alors, à l'instar de ce qu'on évoquait avec Fernando, qui travaille donc en collaboration avec les entreprises du secteur, peut-être d'ailleurs même avec Suez Remédiation, est-ce que vous avez des liens particuliers avec telle ou telle université ou grande école qui forme ou qui formerait des profils qui sont aptes à être recrutés par votre entreprise? Alors assez régulièrement, toutes les années, nous avons des étudiants, des alternants de l'école Unilassal de Beauvais. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et ensuite, différents types de formations, des masters environnement. Donc nous sommes assez territoriaux. Donc forcément, un alternant qui sera recruté pour notre territoire sud-ouest, ce sera plus des écoles environnement au niveau du sud-ouest et ainsi de suite. Vous évoquez beaucoup de l'alternance. J'ai l'impression que c'est vraiment un levier important pour vous pour recruter aussi bien et aussi vite que possible. C'est un des leviers, effectivement. Comme je vous l'ai expliqué, on a une pénurie de profils vu que c'est un secteur plutôt récent. Et puis, c'est un métier, on va dire, de niche, on peut appeler ça comme ça. Donc, l'offre est plus forte que la demande. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est que les métiers ne sont pas assez attractifs? Qu'est-ce qui fait défaut, finalement, à la filière pour pouvoir avoir des candidatures comme s'il en pleuvait? La rareté. On parlait de la formation, évidemment. Donc, moins de personnes se forment. Là, le master du chef de projet SSP, on a parlé de 7 personnes. Donc, c'est assez ténu, oui, finalement. Voilà, c'est quelque chose de très important, mais en termes de volume, voilà, c'est quelque chose à développer. On a peut-être pas un manque d'attractivité, je dirais pas, parce que ce sont des métiers passionnants, intéressants, qui sont entre plein de types d'activités différents. Donc avec plein de typologies de clients, plein de typologies de dépollution. Donc chaque chantier, chaque projet est complètement différent. Donc on a cette partie-là. Mais je dirais un manque de visibilité. Parce que nous sommes un métier de niche, peu connu. D'accord. Quand je parle, moi, à mes amis des sites et sols pollués, bon. C'est vrai, ça évoque pas plus que ça? Peut-être dans mon réseau, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans un réseau technique. Donc voilà, si je parle à des amis qui ne sont pas du tout dans le domaine, non. Oui, j'imagine que quand vous évoquez Suez Remédiation, on vous dit tout de suite traitement de l'eau, traitement des déchets, voilà. Et on ne pense pas à remédiation. L'eau, les déchets, voilà. Mais la remédiation, qu'est-ce que c'est déjà la remédiation? Pourquoi on dépollue des sites et sols? Comment ça marche? C'est pas connu qu'il y a des réglementations et puis il y a aussi, pour assurer notre avenir sur des sites qui ont été pollués pendant des années et le fait de les réhabiliter. Donc il y a vraiment cette vision-là et c'est important aussi d'être sensible à la mission que l'on peut amener pour nos clients, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. C'est comme ça que je le vois. Fernando, Fatima a évoqué effectivement le fait que vous disiez que vous avez cette année 7 ou 8 alternants. C'est assez faible, effectivement. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés à terme? Parce que là, on comprend, en 7 ou 8, vous nous disiez que le master avait été lancé, le master spécialisé a été lancé il y a 1 an. Quelles sont les grandes lignes, les grands objectifs que vous êtes fixés? Il faut savoir que les masters spécialisés, par expérience, ce sont des formations avec de petites capacités en termes de recrutement. À l'école de Saint-Étienne, nous avons 3 masters spécialisés en activité à l'heure actuelle, donc le MSCPC que je coordonne, le master spécialisé management de la transition industrielle qui est le MSCPI et qui est parti avec 4 alternants cette année, et un dernier
master spécialisé afférent à l'efficacité énergétique et la rénovation dans les bâtiments. C'est le master spécialisé le plus ancien et est parti cette année avec 9 alternants. Donc ce sont de toutes petites promotions. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique par le coût de la formation, déjà d'une part, et au niveau des SIP, par un manque d'attractivité certain du secteur. Il y a une méconnaissance du secteur évidente. Les SST ne sont pas considérés comme des matières nobles à proprement parler. Voilà, et puis, ce qui peut faire remonter également les candidats, c'est que le secteur des SST demande une pluridisciplinarité importante en termes de compétences. On doit maîtriser les aspects réglementaires, on doit également avoir des notions en chimie, biologie, procédés thermiques, on doit être en mesure d'assister l'ensemble des risques associés à tout projet de dépollution, et puis il y a également des notions de management à intégrer. C'est ce qu'on a essayé de faire au travers du montage du master spécialisé que je coordonne. Alors Fatima, effectivement, donc on comprend donc secteur peu visible, secteur qui requiert énormément de compétences diverses et variées. Alors pardonnez-moi d'être pragmatique, mais est-ce que ça paye bien? Très bonne question. Alors tout dépend ce à quoi on compare. Si je me réfère au secteur, la comparaison peut être faite avec d'autres types d'ingénieurs. Bien évidemment, nous avons des secteurs historiques comme la chimie, ce type de choses qui peut-être par rapport à leur convention être mieux payés aussi, effectivement, mais ce ne sont pas les mêmes métiers. Mais nous sommes sur la moyenne du marché sur ce type de poste. Et comme on vient de l'évoquer aussi, ça c'est important, c'est un métier qui est exigeant. L'idée, c'est pas de dire tout est facile, tout est rose. C'est un métier qui peut s'avérer difficile avec beaucoup de responsabilités pour notamment le chef de projet, le chef de chantier. Enfin, tous nos collaborateurs ont effectivement cette responsabilité, sans compter l'aspect sécurité qui est prépondérant, de plus en plus, bien évidemment. Donc avec des notions HSE qui sont importantes aussi à gérer, la gestion des sous-traitants, voilà, c'est vraiment, tous les jours sont complètement différents. Il peut y avoir un certain type aussi de pression, parce que quand on gère un projet à plusieurs millions, voilà, s'assurer que le projet soit rentable, que tout se déroule en temps voulu, que le client soit satisfait. Voilà, c'est des choses qui sont assez exigeantes, mais passionnantes. Alors, autre sujet sur lequel vous serez assurément sensible, en tant que femme, quelle est la féminisation du secteur? Alors, parce qu'effectivement, ça a l'air très exigeant, ce sont des métiers de terrain, métiers techniques, on peut se dire a priori que c'est réservé aux hommes. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Alors, pour vous donner les proportions au niveau Suez Remédiation, nous sommes sur un ratio de 30% de femmes, 70% d'hommes, donc un métier qui reste relativement masculin dans l'ensemble. Par contre, le ratio est un peu plus élevé quand on prend uniquement la population cadre-ingénieur, où là, on monte à un peu plus de 40%. Donc, je trouve que le ratio est plutôt intéressant et plutôt satisfaisant pour un métier historiquement technique. Voilà, on a encore du chemin à faire, bien évidemment. On a de plus en plus de personnel terrain, donc des ingénieurs travaux, qui sont aussi sur les chantiers, des chefs de chantier, des techniciennes. Voilà, c'est des choses que je vois de plus en plus, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, bien évidemment, la féminisation se fait aussi par le haut, donc avec le management. Là, on a encore un petit travail à faire, où, même si on progresse, voilà, moi, je vois plutôt les avancées, même si elles sont pas aussi rapides que je voudrais, mais voilà, j'ai vu quand même une avancée. J'ai le poste depuis un peu plus de 2 ans, donc j'ai quand même vu une avancée qui est non négligeable. Donc en 2 ans, c'est pas mal. Fernando, effectivement, donc vous êtes plutôt sur les fonctions management, on l'a bien compris, Bac plus 6. La féminisation de vos alternants, c'est une réalité? Pas vraiment. Donc sur les 7 alternants, on a 6 hommes et une femme. Ah, comme quoi. Effectivement. Bon, vous avez quelques marges de progression, même si on a bien compris que ce n'était pas forcément évident pour vous non plus de recruter. Je vous propose qu'on prenne donc quelques questions qui nous sont adressées, puisqu'on arrive au bout du temps qui est imparti donc à cette table ronde. Alors d'autant qu'on a pris un petit peu de retard, je vous prie encore de nous en excuser.
Question pour Fatima. Vos métiers impliquent-ils une forte mobilité géographique? Parce qu'effectivement, vous évoquiez le fait déjà que vous en aviez partout sur le territoire, et puis on comprend bien que les sites et sols pollués, il y en a un peu partout. Alors, nous avons une présence territoriale. Donc, tout dépend. Nous avons une partie qui est spécialisée dans les grands projets. Donc, grands projets, une sorte de task force, donc avec là aussi des métiers conducteurs de travaux. J'ai oublié d'évoquer aussi ce sujet-là, même si on n'en a pas encore énormément, mais c'est vraiment des métiers qui se développent, conducteurs de travaux, qui sont amenés, cette équipe-là est amenée à intervenir de partout. Voilà. Donc sur, on va dire, des gros projets, donc à plusieurs millions d'euros, avec une technicité particulière. Donc oui, sur cette activité-là. Le reste, c'est plutôt du déplacement régional parce que, comme je vous l'ai dit, on a une implantation territoriale. Nous avons 5 territoires dans toute la France. Donc, bien évidemment, les ingénieurs du Sud-Est sont amenés à intervenir sur le quart Sud-Est. Donc, on peut être amené à faire du découché. Voilà. Donc, ça exige de la mobilité soit régionale, soit nationale. Mais on demande de la mobilité à tous nos collaborateurs terrain, bien évidemment, parce qu'on peut avoir une urgence dans le nord de la France, dans le sud de la France. On n'a pas d'effectifs dans l'est de la France, donc on va aider les collègues pour intervenir sur tel type de chantier. Donc oui, c'est quelque chose d'important sur des métiers qui sont chantiers et nous sommes chez nos clients. Donc par conséquent, ça exige de la mobilité chantier. Très bien. Du déplacement. Fernando, question très pragmatique d'une personne qui nous écoute. Est-ce que pour votre master spécialisé, on peut être étudiant en urbanisme? Oui, on recrute également ce genre de profil-là, sans problème. Voilà, donc la personne qui nous écoute, effectivement, sachez que le master spécialisé Cité et sols pollués de l'école des mines de Saint-Étienne vous est ouvert. Dernière question, et pas des moindres, parce qu'en fait, c'est une question qui est une question à tiroir. Existe-t-il des formations continues? Et ça me fait penser effectivement à la question de la formation professionnelle tout au long de la vie, de l'évolution des compétences, de l'évolution des techniques de dépollution. Est-ce que tout ceci est effectivement d'ores et déjà prêt pour accompagner le développement de vos entreprises? Pas assez. Pas assez. C'est des choses qui commencent à se développer. Nous avons chez Suez Remédiation une direction technique qui offre très régulièrement des formations techniques. Donc soit pour les nouveaux entrants, soit des rappels des nouvelles technicités. Donc c'est assez varié, très technique, et c'est des choses qui sont dispensées en interne parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Donc voilà, mais c'est des choses très précises sur les techniques de dépollution, les principaux polluants pour citer un peu les plus basiques, et puis ensuite on peut aller beaucoup plus dans la précision sur les techniques de dépollution. Ce n'est pas forcément de la formation continue à proprement dit, tout dépend ce qu'on entend par formation continue, mais nous avons en interne des cycles de formation dispensés par nos experts en technique de dépollution. Voilà. Donc on pallie en interne à des choses qui n'existent peut-être pas assez sur le marché. Alors dernière question, et je vais vous la poser à tous les deux, parce qu'effectivement, quand on fait des cités sols pollués, on fait du TP au final, des travaux publics, sauf qu'on y fait avec un certain tropisme environnemental. Du coup, quelle représentativité pour les métiers, pour les formations de la biodiversité? Est-ce que ça cite dans vos entreprises, dans vos formations? Alors Fernando, peut-être pour commencer. Alors, au niveau formation, c'est un volet biodiversité qui n'est pas abordé du tout. D'accord. On reste purement pragmatique, purement opérationnel. Donc, notre MSCP est divisé en 5 modules bien distincts. Le premier module est afférent aux approches sociales, sociétales et réglementaires. Le second module, c'est un module qui est consacré aux méthodes de diagnostic et de caractérisation. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet à proprement parler, puisqu'on aborde les géoprocédés de dépollution valorisation, l'étude des risques associés, et on termine par un volet management, donc optimisation organisationnelle. Fatima, les profils de biodiversité chez Suez Remédiation, il y a de la place ou... Il y a de la place, je dirais qu'il y a de la place entre guillemets pour tout le monde, vu que ce sont des métiers où on n'a pas un profil type, même si les formations environnement, on a
une certaine catégorie de personnes que l'on prend assez régulièrement, mais l'objectif, vu la tension du métier, c'est, je dirais, d'ouvrir les chakras. Venez comme vous êtes. Un petit peu, on peut dire ça comme ça, même si, on va être honnête, chef de projet Cité Sols Pollués, on ne peut pas mettre une personne, la poser sur un chantier. Voilà, ça risque d'être compliqué. Il y a forcément, même pour les personnes qui, sauf si c'est un profil exactement identique de notre concurrent qui vient clé en main, on en a, c'est rare, mais ça arrive. Mais un ingénieur qui vient d'un autre domaine, ça peut nous arriver, on le fait de plus en plus. Il y a quand même une période d'adaptation, d'apprentissage qui est relativement longue, de plusieurs années selon les capacités de la personne et selon le background de la personne. Donc venez comme vous êtes, oui, mais on va vous apprendre le métier. Très bien. Et ben, je vous propose que ce soit le mot de la fin. Merci à vous deux d'avoir participé à cette table ronde dédiée donc aux compétences et aux métiers des cités sols pollués. Merci à vous tous de nous avoir suivis durant cette matinée. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine webconférence Actu Environnement. Merci.